Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la chaire Territoire et Mutation de l'Action publique de l'IEP de Rennes, l'Institut Agro Rennes Angers et le Réseau rural Bretagne. Il s'agit d'un webinaire dans le cadre de cycle sur les nouvelles ruralités. Nous nous sommes déjà rencontrés au mois de novembre sur la question de l'Europe à la campagne. Aujourd'hui, nous allons évoquer les coopérations ville-campagne. Proposer à Gaël Lilly, l'animateur technique de la chaire Territoire et Mutation de l'Action publique, de nous en dire un peu plus sur ce partenariat. Merci Marianne, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés pour ce beau webinaire à venir. Donc effectivement, je travaille à Sciences Po Rennes, établissement d'enseignement supérieur axé sur les sciences sociales et humaines. Et donc nous avons une chaire, la chaire Territoire et Mutation de l'Action publique, dont le titulaire est Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS. Donc cette chaire, c'est un programme de recherche qui se développe sur trois axes principaux. Le premier, c'est avant tout sur les différenciations territoriales, les expérimentations institutionnelles. Notre deuxième axe, c'est l'accompagnement des transitions et des résiliences territoriales. Et enfin, le troisième axe de recherche, ce sont les gouvernances des solidarités humaines et territoriales. Donc, nous sommes très heureux de participer à cette série de webinaires intitulée Nouvelles ruralités avec la région Bretagne, le réseau rural, l'Institut Agro. Et pour avoir plus de précisions sur le webinaire d'aujourd'hui, je cède la parole à Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Catherine Lédin, moi je suis enseignante-chercheur à l'Institut Agro de Rennes. L'Institut Agro, c'est une école de l'enseignement supérieur agronomique qui fait des diplômes depuis la licence jusqu'au doctorat dans les domaines de l'agronomie, de l'agroalimentaire, de l'horticulture et du paysage. En plus de l'enseignement, on a aussi des recherches, et les recherches sont dans des domaines extrêmement variés, du domaine du vivant, des interactions entre le vivant, j'allais dire non humain et les humains, et cetera, et cetera. Donc ça va du paysage au territoire, en démarrant par la cellule, par les systèmes biologiques, et cetera, et cetera. Voilà, donc c'est à ce titre, de notre casquette, d'intérêt pour, les ruralités en fait qu'on est investi dans ce webinaire, avec la chaire TEMAP et le réseau rural, et derrière l'IEP et le conseil régional. Donc voilà, et là on est sur un nouveau webinaire, qui, s'intéresse en fait aux coopérations, entre les villes et les campagnes. Alors presque, ce sujet qui peut paraître un peu, ancien, on se dit: «Waouh, un marronnier qui ressort». En fait, si c'est vraiment un sujet qui a quand même plusieurs décennies maintenant, hein, on se rappelle, dès les années 2000, de tous les travaux sur, les relations ville-campagne. En fait, on voit que le regard change. On s'intéressait beaucoup dans les années 2000 à l'accueil de nouveaux habitants, au niveau des campagnes. Donc c'était des relations ville-campagne pour faciliter l'installation d'urbains à la campagne. Après, on a vu dans les années 2000 des intérêts en fait, plus de relations institutionnelles entre les villes et les campagnes avec la proposition, de mettre en place des contrats de réciprocité entre les villes et les campagnes. Et si aujourd'hui on a eu l'idée quelque part de proposer, ce webinaire, c'est que, il est renouvelé, à propos des enjeux, des transitions, écologiques, et on a vu notamment, en 2023 un nouveau, plan France Ruralité, qui, en fait, souhaite, apporter, une réponse, aux besoins des territoires ruraux. Et en fait, ce plan, propose de reconnaître les aménités des territoires ruraux et des aménités environnementales qui sont fournies par ces territoires-là, en offrant en contrepartie, des financements. C'est l'idée de ce nouveau, webinaire, de s'intéresser en fait aux enjeux, du partage, des ressources et des biens entre les zones rurales et les zones urbaines, à travers en fait, différents regards. Donc on est toujours sur un format un peu similaire,
On accueille, d'abord une scientifique, Laetitia Verreg, qui en fait, a fait une thèse, on le dira tout à l'heure, mais qui a fait une thèse, sur, le renouvellement des relations ville-campagne et les transitions socio-écologiques. Donc ça sera la première intervenante. Un deuxième intervenant, ça sera, David Marx, qui est, directeur d'études à l'agence d'urbanisme, ADEUS de Strasbourg. Donc c'est ce qu'on appelle notre regard expert et puis un regard, d'un témoignage de quelqu'un sur, le terrain qui, en fait, travaille à une coopération entre la ville et le campagne et on accueillera Benoît Haenel, qui est directeur de l'ALECOB, c'est l'agence de l'énergie du Centre-Ouest Bretagne. Voilà. Donc tout d'abord, on va donner la parole à Laetitia qui, va nous faire une présentation pour pouvoir qualifier en fait ces relations, ville-campagne au sein de la transition socio-écologique et elle va pouvoir nous présenter en fait un panorama de la situation française. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler des relations ville-campagne, alors de certaines relations ville-campagne, parce que comme cela a été dit en introduction, hein, il y a différents types de flux et différents échanges qu'on peut regarder, étudier et développer. Donc moi je me suis intéressée plus particulièrement aux relations qui portent sur ce qu'on appelle les flux de matière et d'énergie renouvelables. Donc ça va être tous les flux qui sont liés aux denrées alimentaires, à l'eau potable, au flux de déchets organiques, au flux d'énergie renouvelable lié à la production d'énergie sur des panneaux photovoltaïques, sur des éoliennes, sur de la méthanisation. On a tous ces flux un petit peu organiques et d'énergie qui évoluent entre ville et campagne et dans l'objectif qu'ils soient déployés, mis en mouvement pour répondre aux objectifs de la transition socio-écologique et notamment des objectifs d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants globalement. Alors juste un petit point pour vous rappeler que ces relations, comme c'était dit, c'est un peu un marronnier et c'est même un marronnier très très ancien puisque ces relations de matière et d'énergie, elles ont préexisté au début du régime industriel et notamment au début du 19e siècle. Vous avez un petit extrait de l'ouvrage de Caroline Steele sur les villes affamées qui explique que avant l'apparition du chemin de fer, ce n'était pas possible en fait de ne pas voir cette interconnexion entre ville et campagne puisque les routes, elles étaient encombrées de charrettes qui transportaient toutes les denrées alimentaires qui étaient nécessaires notamment pour les villes. Et donc, on avait vraiment une occupation de l'espace assez forte de ces flux qui aujourd'hui sont quand même assez invisibilisés. Dans le régime qu'on a aujourd'hui, qui est le régime industriel, on a ces levées de contraintes de distance et d'espace, du fait notamment de révolutions techniques et technologiques et de l'utilisation d'énergies fossiles qui ont fait qu'on transporte plus loin et de façon plus invisibilisée, une fragmentation et une spécialisation des territoires de production, notamment sur le système agricole et alimentaire. Je pense que je ne vais pas détailler, mais si vous avez des questions, j'y reviendrai avec plaisir. La linéarisation et l'intensification des flux. Dans la petite citation que je vous mettais avant, il y avait un échange, ce qu'on pourrait appeler réciproque finalement entre les villes et les campagnes, c'est que les campagnes produisaient la majorité des ressources alimentaires qui étaient consommées dans les villes, et à l'inverse, les villes produisaient, du fait de la concentration d'animaux et également d'êtres humains, un certain nombre, ce qu'on appelle d'excreta, qui servaient en fait, qui étaient renvoyés vers la campagne et qui servaient d'engrais azotés et phosphorés pour faire pousser toutes ces denrées. Donc, on avait ce qu'on appelle le bouclage de cycle biogéochimique autour, par exemple, de l'azote et du phosphore, qui est complètement aujourd'hui linéarisé, puisque on utilise plutôt nos toilettes et nos stations d'épuration, et ensuite, tous ces flux-là sont perdus dans la nature. On ne reboucle pas ces flux autour de l'azote. Et une gouvernance de ces flux qui s'est complexifiée et qui s'est également diversifiée avec un rôle accru d'acteurs privés, et notamment d'acteurs privés internationaux et non plus que d'acteurs publics locaux, qui s'est mis en place avec une perte de contrôle du coup sur les moyens de production, de transformation et de consommation. Et vous avez une petite citation de Gilles Bienne et différents chercheurs qui dit que globalement, les liens qui unissaient ces villes et ces campagnes tendent à être oubliés et à disparaître. Alors, évidemment, ce régime industriel, il engendre un certain nombre de problèmes environnementaux que je ne vais pas détailler non plus. Je pense que les rapports du GIEC témoignent suffisamment pour cela. Et tout ça a amené à reposer cette question
qui a été soulevé en introduction, avec finalement 2 piliers. Le premier, c'est on est aujourd'hui dans une situation où on a des enjeux liés à une transition socio-écologique, avec tous les enjeux qu'on vit au quotidien de pollution et d'enjeux de réchauffement climatique et de maintien de l'habitabilité de nos territoires. Donc, un objectif de baisse de la consommation pour répondre à cette transition socio-écologique. Un autre pilier qui est substituer tout ce qui n'est pas renouvelable dans la mesure du possible par du renouvelable et reboucler ces cycles biogéochimiques. Alors, on en parle assez peu, de l'azote et du phosphore. On parle souvent d'un pic de pétrole, par exemple, pour cette énergie-là. On va avoir la même chose pour le phosphore, notamment, et c'est un enjeu essentiel, puisque sans ça, on ne pourra plus produire un certain nombre de nos denrées alimentaires, et donc il y a des risques à terme quand même de famine assez importants. Ça, c'est pour le volet transition socio-écologique. Par rapport aux politiques publiques, on a également 2 dynamiques. On a une première dynamique qui est de réinvestir les sujets de production alimentaire, de production d'énergie, de gestion des déchets, de protection de l'eau en termes de qualité et de quantité, et des enjeux climatiques associés à tout ça, un objectif également de renforcement du rôle des acteurs locaux pour répondre à ces enjeux de transition socio-écologique et de maîtrise de ces flux. On a cette première dynamique, et la deuxième, c'est l'incitation au déploiement de relations ville-campagne. Ça a été dit pareil sur le développement de contrats de réciprocité ville-campagne qui ont été réactivés. Donc, on a cet objectif global de transition socio-écologique pour faire face aux enjeux actuels, des politiques qui agissent un petit peu tout ça et qui posent la question finalement pour répondre à toutes ces dynamiques-là, quelle est l'autonomie physique et décisionnelle, notamment des territoires urbains, typiquement des métropoles notamment. On sait très bien qu'aujourd'hui, elles sont dépendantes en grande partie pour la consommation de la majorité de leurs ressources, mais également pour accueillir tout un tas de leur production et de leurs déchets d'autres territoires, et notamment potentiellement de territoires ruraux qui produiraient leur alimentation, leur eau potable. Et donc, ça m'a amené à poser la question de est-ce qu'on pourrait observer en France le développement de relations ville-campagne qui serait le support de ces objectifs de transition socio-écologique, donc de dématérialisation, c'est-à-dire qui permettent de soutenir une réappropriation des flux de matière et d'énergie par les acteurs locaux, publics et privés, pour baisser la consommation, substituer ce qui n'est pas renouvelable par du renouvelable, essayer d'avoir finalement ce qu'on appelle un peu une sorte d'économie circulaire dans cette idée de cycle biogéochimique. Alors, le premier travail qui a dû être fait dans ce travail de recherche, c'est celui déjà de définir les villes et les campagnes, puisque bien entendu, si on veut regarder leurs relations, il faut quand même qu'on spatialise ce qui relève de l'un et de l'autre. Moi, je suis partie d'une définition qui répond à mes objectifs, qui était bien celui de regarder pourquoi des territoires ont des ressources différentes et les échangent finalement. Et en fait, le premier constat, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les villes dépendent d'autres territoires pour assurer leurs moyens de subsistance. Et donc, on a tendance quand même à assez oublier ça dans différentes initiatives qu'on regarde dans les projets de territoire, par exemple les projets alimentaires territoriaux, qui peuvent être faits à l'échelle d'une métropole au sein de ce périmètre, alors que 99% de la nourriture qui est consommée vient d'autres territoires, et notamment de la capacité, ce qu'on appelle bioproductive des campagnes, leur capacité à produire ces denrées alimentaires, qui a permis le développement de ces territoires qui finalement le font peu et sont orientés vers d'autres activités. Alors, qu'est-ce que c'est que cette biocapacité des territoires? Et promis, après, on passera sur les notions un petit peu compliquées, mais c'est intéressant en fait, parce que finalement, c'est la part et les types de surface des sols et des mers qui vont pouvoir produire tout un tas de denrées, de ressources dont on a besoin pour fonctionner. Donc, des champs cultivés, des pâturages, des pêcheries, des espèces aquatiques, des forêts, des zones humides. C'est des espaces qui sont des sols qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils rendent tout un tas de services écosystémiques. Et c'est une façon de définir les territoires qui est intéressante, notamment au regard, par exemple, des enjeux du zéro artificialisation nette et de la valeur qu'on donne au foncier, donc au sol et à sa qualité. C'est jusque-là des choses qui ont été quand même peu étudiées et peu intégrées dans les approches d'aménagement, qui commencent à émerger petit à petit. Donc concrètement, comment j'ai défini ça? Donc pour moi, les campagnes et les villes, en fait, elles se placent sur un gradient. L'idée, c'est pas forcément d'avoir un chiffre, un seuil d'hectares, mais vraiment juste une approche plutôt qualitative, avec d'un côté les campagnes où elles auraient une prédominance de sols bioproductifs et une minorité de sols artificialisés, les villes qui ont un ratio inverse, et tous les espaces périurbains qui peuvent être au milieu de ce gradient, au regard de leur diversité, se positionner plus vers un des deux pôles.
Une fois que ça s'est dit, est-ce qu'on a une cartographie de ces sols bioproductifs? Alors malheureusement, à ma connaissance, quand j'ai fait ce travail de thèse et que j'ai terminé en 2021, il n'y avait pas de cartographie. Je serais ravie qu'il y en ait une qui se développe. Donc moi, j'ai tricoté finalement avec des cartes qui existent déjà. Pour le volet sol artificialisé, j'avais pris le travail qui avait été fait par l'INSEE sur le carrelage de densité avec des communes densément peuplées jusqu'à des communes très peu denses, et un travail qui avait été fait notamment avec la DATAR et l'INRA sur la caractérisation des espaces ruraux, et notamment en partie d'un volet un peu bioproductif. C'est la carte que vous avez sur la droite, qui certes n'est pas totalement exhaustive, mais qui permettait en tout cas au regard des données qui existaient, de pouvoir avoir par superposition de ces deux cartes une distinction des territoires entre plutôt des villes et plutôt des campagnes, et ensuite de regarder les flux qui se passaient entre ces deux éléments. Alors, une fois que ça s'est posé, concrètement, quelle relation ville-campagne j'ai pu, moi, recenser? Alors, juste vous dire que moi, j'ai regardé un certain type de relation, donc je l'ai dit en introduction, sur les critères. Sur le volet transition socio-écologique, moi, ce que j'ai regardé, c'est qu'on ait effectivement des flux de matière et d'énergie renouvelables, que ce soit inscrit dans la proximité géographique. Je n'ai pas défini le principe de proximité géographique, puisque ça dépend des orientations des bassins de production et de consommation. Donc, l'idée, en tout cas, ce n'était pas d'agir dans un cadre national, voire international, et que l'ensemble de ces flux soient mis en œuvre par les acteurs locaux, publics et privés. Toutes ces caractéristiques, en fait, elles viennent à l'encontre de ce qu'on observe aujourd'hui dans l'organisation de ces flux dans notre régime industriel, et ça permet de les distinguer de relations qui existent. Par exemple, on pourrait dire que Paris est lié aux campagnes du Brésil qui produisent des tourteaux de soja qui permettent ensuite de nourrir les porcs en Bretagne, et le porc est abattu et ensuite donné dans l'assiette des Parisiens. Donc on n'est pas sur ce type de relation de campagne qui existe par ailleurs. Donc ce travail de recensement, aujourd'hui, en tout cas en 2018, quand j'ai fait ce travail-là, il n'y avait pas de base de données de ces relations de campagne telles que je viens de les décrire. Et je souhaiterais qu'il y en ait une. En tout cas, à ma connaissance, depuis, on n'a pas forcément un observatoire sur ces relations, en tout cas une base de données publique et partagée. Donc, j'ai fait un gros travail de recensement en prenant l'approche de documents de projet et de politique publique et d'initiative. L'idée, c'était de dire, il y a sûrement tout un tas de relations et de campagnes qui sont développées, mais en fait, on ne les nomme pas comme ça. Et les acteurs non plus ne vont pas forcément les identifier comme tels. C'est à moi d'appliquer une grille sur différents projets. Et donc, j'ai finalement pris un peu le vivier que j'avais posé en introduction, en problématique, c'est regarder les politiques publiques ou les appels à projets ou les réseaux qui essaient de travailler sur des projets qui travaillent sur des flux de matière et d'énergie renouvelables, donc des projets alimentaires territoriaux, les territoires à énergie positive pour la croissance verte, les territoires zéro déchet, zéro gaspillage, tout ce paquet qui était assez dominant quand même dans mon travail, y compris notamment les plans climat, air, énergie territoriaux, qui sont même encore plus larges, et un paquet un petit peu plus réduit qui était de regarder des initiatives qui ciblaient plutôt de la coopération interterritoriale, mais qui ne ciblaient pas forcément que des flux de matière et d'énergie. Donc on a un premier qui peut être des flux de matière et d'énergie qui ne sont pas forcément entre villes et campagnes, mais moi je vais appliquer ce filtre-là, et des coopérations qui peuvent être interterritoriales entre villes et campagnes, mais qui ne portent pas forcément que sur des flux de matière et d'énergie. Donc en concentrant toutes ces données-là, on a 2641 documents. Alors normalement, ça représente beaucoup plus de documents que ça. Néanmoins, la disponibilité des documents à date, quand j'ai fait ce travail, n'était pas forcément là. Les territoires à énergie positive, par exemple, tous les dossiers étaient pas mis à disposition par le ministère et ne souhaitaient pas forcément les partager. Donc, normalement, c'était un vivier à peu près de 4000 documents et on en a une grosse moitié que j'ai pu analyser. À ça, j'ai appliqué donc ma propre grille de critères des relations ville-campagne et ça m'a permis de les recenser, du coup, dans ce cadre-là. Une fois que ce recensement a été fait, moi j'ai créé une typologie pour les analyser en regardant deux choses, c'est-à-dire à la fois la nature des rapports ville-campagne. Est-ce que c'est des relations qui sont que dans un sens des villes vers les campagnes ou des campagnes vers les villes, ou dans l'idée d'un mutualisme ville-campagne que je définirai après, ou des formes peut-être intermédiaires, et en quoi ces relations, elles contribuent à la transition socio-écologique, elles contribuent aux objectifs de dématérialisation que j'ai affichés tout à l'heure. C'est quoi leur potentiel d'action concrètement ? Alors, il y a 3 principaux résultats qui sortent de ce travail-là. Le premier, c'est que sur les 2641 documents, en 2018, moi, je recensais 63 relations ville-campagne. Donc, ça veut dire que c'est quand même pas le mode d'action aujourd'hui qui est privilégié par les acteurs locaux territoriaux, soit pour répondre aux objectifs de la transition socio-écologique, soit dans les dynamiques interterritoriales.
Dans ces 63 relations ville-campagne, on observe une primauté de projets qui sont plutôt sur les flux d'énergie, et notamment sur les flux de bois-énergie, qui ont été beaucoup soutenus par des politiques publiques nationales ou régionales, voire même européennes. Ensuite, on a une vingtaine de relations ville-campagne qui portent sur les denrées alimentaires. Alors, je pense que si on réactualisait ce travail aujourd'hui, on aurait peut-être un ratio quasi équivalent entre flux énergie et flux de denrées alimentaires, parce que ça s'est quand même beaucoup développé dans les politiques publiques et dans les projets territoriaux. Et on a une dizaine de relations qui sont focalisées sur les déchets organiques. Ce qui est intéressant aussi de retenir de ce résultat, c'est qu'on a peu d'interconnexion dans ces projets entre les différents flux. Par exemple, les problématiques de projets agricoles et alimentaires qui pourraient être connectés aux enjeux de quantité et de qualité d'eau potable, qui sont quand même assez exponentiels en ce moment, notamment liés aux impacts du changement climatique. On observe peu de projets qui croisent ces éléments. Pareil sur les déchets organiques et les projets alimentaires. Donc ça pose question quand même aussi dans les projets qui sont mis en place dans ces relations, dans l'idée d'avoir une approche un peu globale de l'ensemble des ressources qu'on a et de voir comment on affecte les sols par rapport aux besoins de production et de consommation. Je vous l'ai dit, ces relations, finalement, elles sont quand même très peu développées. 63 sur 2641 documents, c'est quand même une aiguille dans une botte de foin. Alors, qu'est-ce qu'on observe à l'inverse, qui est dominant aujourd'hui dans tous ces documents qui sont mis en place? Le premier résultat, c'est que globalement, on observe des projets de transition socio-écologique qui sont mis en place plutôt à l'échelle d'une parcelle, d'un bâtiment, d'un quartier ou à l'échelle de la ville-centre ou du bourg. Ce qui fait qu'on n'est pas à l'échelle de réflexion interterritoriale entre ville et campagne. Et ce n'est pas finalement une surprise, puisque les acteurs, notamment les acteurs publics, vont agir dans le cadre de leurs compétences et dans le cadre de leur périmètre. Et donc, ils ne vont pas forcément, au sein d'une métropole, aller investir de la ressource humaine et des moyens financiers dans d'autres territoires qui pourtant fournissent la majorité de leurs ressources ou accueillent une partie de leur production. Donc ça, c'est un premier paquet. Le deuxième, ça va être plutôt des projets qui sont industriels, donc portés par des acteurs privés nationaux et internationaux, qui ne s'inscrivent pas dans une logique de relocalisation entre ville et campagne, qui vont installer, par exemple, un champ de panneaux photovoltaïques et qui vont le raccorder au réseau national voire international pour distribuer de façon indistincte et aterritoriale, finalement, ces flux d'énergie. Et donc, on a ces projets-là aussi qui sont assez présents dans tous les documents. Donc finalement, aujourd'hui, dans la dynamique de transition socio-écologique, c'est qu'on observe différentes trajectoires et différents choix dans lesquels la modalité d'action par une reconnexion entre ville et campagne est quand même assez minoritaire et assez peu investie. Deuxième résultat, je vois le temps qui passe, donc j'essaie de terminer vite. On a des relations ville-campagne parmi ces 63 qui sont principalement à sens unique. On en a 47 sur 63. Donc, c'est assez criant comme résultat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des relations à sens unique? Ça veut dire qu'on va avoir un flux, alors souvent, c'est plutôt des campagnes vers les villes, en termes de denrées alimentaires, d'eau potable ou de bois-énergie, par exemple, et qui sont organisées par les acteurs publics des villes auprès d'acteurs économiques plutôt des campagnes. Ça ne veut pas dire que les campagnes y perdent. Ces acteurs économiques, c'est un débouché pour eux qui est assez intéressant. Par contre, ça veut dire que dans l'organisation territoriale, on ne pense pas à la répartition des ressources et aux besoins de chacun des territoires en se disant on peut produire tant de denrées alimentaires ou d'énergie à partir du bois, on a tel niveau de besoin dans les villes et les campagnes, comment on s'organise ensemble. Là, c'est un captage organisé, clairement, des ressources, même si, encore une fois, d'un point de vue des acteurs économiques, c'est un marché qui est sécurisant pour eux, donc il y a quand même un apport. Mais ça pose la question de l'occupation et de son organisation de l'espace dans sa globalité. On a 7 relations ville-campagne qui sont mutualistes, donc c'est le niveau le type le moins observé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des relations ville-campagne mutualistes? L'idée, c'est qu'on a des acteurs locaux de ville et de campagne, publics et privés, qui vont autour d'un projet commun, par exemple, organiser la transition du système agricole et alimentaire en lien avec des enjeux de qualité de l'eau. C'est le projet, par exemple, Terre de Source à Rennes, qui est assez connu maintenant. Et ils vont regarder où sont produites toutes ces ressources-là et ils vont essayer d'organiser ensemble une transformation du système de production et de transformation et ensuite de répondre aux besoins de consommation de l'ensemble des territoires et urbains et ruraux. Donc, il y a bien un partage des ressources dans cette logique-là de l'eau potable et des denrées alimentaires.
On a des formes un petit peu intermédiaires au milieu, parce que sinon ce serait pas drôle. On a des relations, ce qu'on appelle ville-campagne hybrides, qui sont finalement un peu entre le sens unique et le mutualiste dans leur trajectoire d'évolution. Donc sur ces relations intermédiaires, en fait, on va avoir un premier niveau qui va être mutualiste à l'échelle, par exemple, d'une communauté d'agglomération, où on va organiser la production de denrées alimentaires à la fois dans la ville-centre et dans les territoires ruraux, et on va mobiliser cette production pour les besoins, par exemple, de la restauration collective de ces différents territoires urbains et ruraux à l'échelle de la communauté d'agglomération. Là, a priori, on est sur une approche plutôt mutualiste, sauf que, évidemment, cette production ne suffit pas pour répondre à tous les besoins, et notamment les besoins assez diversifiés quand même en alimentation. Donc, on va aller capter également en dehors de cette communauté d'agglo, dans d'autres territoires ruraux, d'autres ressources alimentaires, sans prendre en compte leurs besoins, eux, en termes de consommation. Donc, on a finalement un peu les deux schémas là-dessus. Ces résultats, ils relativisent également les discours qu'on a aujourd'hui sur des relations ville-campagne réciproques et mutualistes. Alors, je soutiens encore que les relations à sens unique ne sont pas des relations qui ne sont pas intéressantes pour les acteurs, notamment économiques des campagnes, mais en tout cas, on n'est pas dans la même logique du partage de l'organisation des ressources. Et donc, on a quand même très peu de relations ville-campagne qui sont développées et encore moins qui sont sur le format mutualiste. Donc, ça pose question aussi sur l'ambition et les moyens qu'on met pour les développer. Dernier volet des résultats, dans ces relations ville-campagne, j'avais posé la question de en quoi elles pourraient soutenir les objectifs de transition écologique. Et donc, moi, j'ai mis différents potentiels de soutien à cette transition. Un premier qui est un potentiel faible, où en gros, on a juste la caractéristique de ces relations, elles sont le support d'une substitution de ressources non renouvelables par des ressources renouvelables, par exemple de l'énergie fossile, qu'on arrête au profit d'autres types d'énergie plus renouvelables. On a 29 relations qui sont dans ce critère-là. Elles ont toutes ce critère-là, bien entendu, mais il y en a 29 qui sont limitées à celui-là. Ensuite, on en a 33 qui ont un potentiel intermédiaire, donc on ce premier critère, et qui, en plus, vont être le soutien d'une baisse de la consommation. Et on le sait, la recherche le partage beaucoup, c'est que, certes, il faut, dans la transition, substituer du renouvelable, enfin, du non renouvelable par du renouvelable, mais si on ne baisse pas la consommation globale des denrées alimentaires d'eau potable, on n'arrivera pas à répondre aux objectifs des limites planétaires et de les respecter. Donc on en a 33 qui sont au niveau intermédiaire et on en a une seule qui est au potentiel fort, qui a ces deux caractéristiques et qui essaye également de faire des liens entre les différents flux, notamment sur les flux entre denrées alimentaires et déchets organiques pour boucler par exemple les enjeux du cycle du phosphore et qui est également un enjeu de pollution assez important en Bretagne. Donc, a priori, elles peuvent être le support de cette dématérialisation, de cette transition écologique. Néanmoins, elles sont déjà peu développées et pour celles qui existent, elles ont une capacité, on leur donne peu de moyens pour être en capacité de répondre aux enjeux forts de cette transition socio-écologique. Et je conclus, parce que je pense que je dépasse le délai. 3 perspectives que j'aimerais vous partager après ces résultats, j'espère qu'ils ne vous ont pas trop déprimés. C'est quand même des choses qui sont intéressantes parce qu'on les observe, ces relations, elles sont développées, elles pourraient être un outil plus large de réponse à la transition écologique. C'est une question de politique publique d'investissement. On pourrait questionner le rôle et la place des outils de planification dans le soutien au développement de ces relations ville-campagne, donc dans l'organisation des ressources et dans les SCOT, par exemple, ça pourrait être des stratégies qui sont intégrées dans cette vision réglementaire et prospective d'organisation du territoire. Ces relations ville-campagne, elles sont intéressantes aussi, parce que j'ai parlé plutôt du sujet atténuation, mais j'ai soulevé aussi un petit peu en pointillé le sujet de l'adaptation aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, on a des politiques d'adaptation, par exemple, des villes qui réfléchissent à des îlots de fraîcheur, etc. La question de la sécurisation de l'accès à leur eau potable pour tous les foyers et les activités économiques qui sont dans les villes, elle vient plutôt de travaux qui vont être faits avec les territoires ruraux. Et donc, je sais qu'il y a un travail qui est fait, par exemple, avec Agri-Paris-Seine qui connecte les sujets eau et agriculture à l'échelle du bassin de la Seine assez élargi, qui est assez intéressant aussi, qui pourrait, par exemple, questionner également ces éléments-là. Donc, c'est un moyen aussi de répondre à ces doubles enjeux, atténuation et adaptation. Et bien entendu, le rôle des acteurs privés, industriels et locaux dans le développement ou non de ces relations ville-campagne et dans leur capacité à répondre aux objectifs de transition écologique est important, notamment dans le système agroalimentaire. On a quand même une maîtrise en grande partie par des acteurs privés industriels. Si ces acteurs soutenaient ces relations, on aurait quand même une capacité à transformer le système productif qui serait beaucoup plus important et donc une capacité d'être le support d'une transition socio-écologique
beaucoup plus conséquente. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, on peut vous laisser la parole. Je ne sais pas si dans le public, certains, certaines souhaitent intervenir. Peut-être en attendant que les personnes se décident, moi en fait, je peux, comment dire, commencer par une question. Alors je ne sais pas si je me trompe, hein, dans ce que j'entends ou de ce que j'interprète plus exactement. Mais finalement, ce que je retiens, c'est qu'en analysant tous ces documents, avec, qui sont porteurs de projets de territoire, hein, Agenda 21, PCAET, enfin, il y avait toute une liste et cetera. Finalement, on se rend compte qu'il y a assez peu de coopérations ville-campagne qui sont engagées. On se rend compte que finalement, par rapport à tout ce qui est, transition, bon, elles ont été caractérisées, mais on voit qu'on n'est pas dans des grandes ambitions non plus. Et en fait, avec la perspective, en conclusion, on se dit: «Mais et si finalement c'était pas là que ça se passait?» c'est-à-dire pas dans la planification des projets de territoire, mais finalement dans les documents où on est beaucoup plus, dans de l'organisation, dans du on va faire, parce que vous avez évoqué les Scott et cetera, et et en fait, presque moi, ça me donne envie de dire: «Beh, allons voir dans les Scott finalement si» voilà, c'est un peu une remarque sur ça, et finalement, si dans nos documents de planification territoriale ou c'est dans le projet finalement, on n'est pas dans le concret comme, comme plutôt quand on est dans la planification spatiale, quoi. Voilà, c'était un peu, ma remarque et voilà, si est-ce qu'on se trompe pas de lieu finalement, quelque part, en regardant, dans les projets territoriaux, quoi? C'est une très bonne question. Je serais ravie de faire ce travail un jour si je rebascule à la recherche de recensement sur les SCOT. Je sais qu'il y a des travaux qui sont faits sur des SCOT ou des PLU qui intègrent une approche un peu bioclimatique, qui interrogent la gestion des ressources. Donc, ce serait assez intéressant, je pense, à creuser et de voir comment ils organisent ça, en plus avec les objectifs de ZAN et le principe d'aménité rurale. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'infuser dans les documents de planification sur les 5-10 prochaines années, qui vont être assez intéressants et qui pourraient effectivement, à rebours des documents que j'ai regardés, finalement être un support et un second souffle de ces initiatives qui sont plutôt par projet. Et je vois qu'il y a plein de mains qui se sont levées. Pardon. Alors, je vais peut-être essayer de distribuer la parole. Je crois avoir repéré, en premier lieu, Jean-Marc, Van Noot. Voilà, je vais lui laisser la parole et puis après, je donnerai la parole dans ceux que j'ai repérés. Oui, merci. Tout d'abord, je trouve ça absolument passionnant ce qui vient d'être dit. Alors, j'aurais besoin, il y aura une question que j'aimerais qu'il soit explicitée. J'en parlerai peut-être en dernier. La première chose, je pense aussi à Jean Livron qui avait fait, il n'y a pas si longtemps, sur les pays bretons, une conférence sur la notion de pays et son usage, et qui disait que 68% des richesses nationales se trouvaient à Paris. Alors là, du coup, on n'est même plus dans les villes-campagnes, on est dans une super métropole qui absorbe l'ensemble des richesses. La deuxième des choses aussi, toujours peut-être il y a eu un certain moment au niveau de l'INSEE, la disparition carrément du monde de la notion de ruralité. Alors là, il n'y avait plus que l'urbain. Donc du coup, ça va tout à fait dans votre sens. C'est que tout d'un coup, ce monde rural, il disparaît et il disparaît d'autant plus quand vous analysez 4000 documents que vous en retrouvez 63, c'est absolument aberrant et ça pose vraiment des questions de fond politique qui sont vraiment tout à fait fondamentales. Donc c'est pour ça que ma dernière question, c'était plutôt de demande d'explicitation. J'ai du mal avec la notion de dématérialisation, je ne la comprends pas. Ça serait bien quand même de préciser comment vous l'utilisez par rapport
Est-ce que c'est la disparition des campagnes, la dématérialisation? Ça, c'est bien, c'est fait, c'est dématérialisé, ça n'existe plus. C'est quoi? Voilà, merci en tous les cas de votre contribution. Je ne sais pas si vous voulez prendre plusieurs questions, je réponds après ou je réponds après chacune. Non, peut-être répondez pour l'instant. Allez-y, ouais. Ça marche. Alors, sur la notion de dématérialisation, je suis désolée, effectivement, on est passé vite. En 20 minutes, il y avait beaucoup de choses et j'ai extrait un petit condensé de quelques résultats. En fait, pour poser la question de la transition socio-écologique, il fallait dire en gros, c'est quoi les marqueurs de cette transition? Qu'est-ce qui nous dit qu'on passe à un état, aujourd'hui, on est dans un régime industriel avec les caractéristiques que j'ai données, à un fonctionnement qui est a priori plus vertueux, qui répond au principe des limites planétaires. C'est quoi les caractéristiques de ces relations qui témoigneraient qu'on va dans ce sens-là? Et en fait, moi, j'ai pris du coup à rebours du fonctionnement aujourd'hui de ce qu'on appelle notre régime industriel. Et ces caractéristiques, on les connaît parce qu'il y a des études qui sont faites, et notamment par des agences d'urbanisme ou même des collectivités en propre, ce qu'on appelle du métabolisme territorial. Alors, c'est un petit mot, c'est absolument pas compliqué. En fait, c'est comme le métabolisme humain, pardon, excusez-moi. On mange, on consomme de l'énergie, etc. Et puis voilà, métaboliquement, il se passe ce qui se passe et on a tout un tas de rejets. On démultiplie ça sur un territoire par le nombre d'humains et par le nombre d'activités. Donc, on va importer des denrées alimentaires, de l'eau potable, de l'énergie. On va en stocker une partie sur place. Les constructions, on stocke des matériaux de BTP et puis on va en rejeter ou en redistribuer à l'extérieur. Et en fait, les chercheurs en écologie territoriale estiment que pour répondre aux objectifs de transition socio-écologique, il faudrait dématérialiser ce métabolisme. Donc ça veut dire qu'en fait, on fait en sorte que les territoires, déjà, consomment moins de ressources. Quantitativement, on consomme trop de denrées alimentaires, trop d'eau potable, trop d'énergie. On en produit beaucoup trop et on en consomme beaucoup trop. Donc il faut baisser déjà tout ça. C'est le premier critère. Et c'est pour ça que dans le potentiel des transitions, des relations e-campagne, je regardais si par exemple une relation alimentaire, de flux alimentaire entre ville et campagne, ils ont aussi des objectifs de on va faire en sorte de faire moins de gaspillage alimentaire, on va faire en sorte de moins consommer et de rationaliser aujourd'hui ce qu'on produit pour atteindre ce premier objectif. Le deuxième, c'est de faire en sorte que ce qu'on va produire, transformer et consommer soit renouvelable, entre guillemets. Donc typiquement, on va substituer du pétrole, de l'énergie fossile par plutôt une énergie renouvelable, donc notamment par exemple du bois énergie, qui peut être exploité dans certaines conditions, j'entends. Et c'est pareil pour les transitions du système agricole. On a regardé un certain nombre de critères si les acteurs locaux essayaient de changer les fonctionnements qu'on a aujourd'hui du système agroalimentaire. Et ensuite, le dernier volet de cette dématérialisation, c'est ce que j'appelle barbarement le bouclage des cycles biogéochimiques. Je vous assure que je n'ai pas fait exprès d'utiliser les termes les plus compliqués. En fait, c'est ce que je vous disais sur l'azote et le phosphore. Pour produire des carottes, par exemple, on a besoin d'azote et de phosphore. Aujourd'hui, le phosphore, il est importé de mines, notamment du continent africain, qui sont extrêmement polluantes et qui vont finir par s'épuiser. L'azote, on en produit avec une consommation d'énergie fossile qui est assez exponentielle, alors que c'est naturellement présent dans les sols, que on va consommer le légume ou la denrée alimentaire et en fait, on va le rejeter par nos excrétas. Et en fait, il y avait une collecte, c'est ce que je disais au début du 19e siècle, de ces excrétas et on le remettait dans les sols. Alors, c'est pas exempt par ailleurs de pollution, notamment aujourd'hui, vu qu'on consomme pas mal de médicaments. Il y a des travaux qui sont faits par l'INRAE et des chercheurs à Paris, avec un projet qui s'appelle OCAPI, pour regarder comment on pourrait reboucler et remettre cet azote et ce phosphore qu'on consomme des sols par un acheminement des vignes. Il y avait des tests qui étaient faits, par exemple, sur des vignes avec une marque qui marquait « J'ai pissé sur vos vignes » très poétiquement. Ça fait partie de critères qui me disent si ces relations ville-campagne, elles sont le support de ces pratiques-là, et elles sont le témoin d'une transition socio-écologique. Donc, c'est tous ces trois critères qui disent qu'on dématérialise les sociétés et qui sont donc la preuve qu'on va bien vers une transition socio-écologique. Merci beaucoup. Alors après, je donne la parole à David Parks. Et ensuite, ça sera Gaël Vigourou et Étienne Piémont. Voilà. Merci. Ouais, j'ai trouvé vraiment votre présentation extrêmement intéressante. Je trouve que c'est vrai que ça permet effectivement de bien mettre le focus sur cette question des transitions et des relations ville-campagne. J'ai plusieurs réactions sur
sur la partie captation, je trouve que c'est enfin, ça me paraît un peu critiquable effectivement de voir effectivement cette dimension de captation parce que enfin, par expérience dans ces contrats de coopération, souvent, en fait, ça se gère aussi par négociation finalement. Et donc, finalement, les ressources sur lesquelles il y a discussion et il y a accord, généralement, souvent, c'est effectivement après discussion entre les différentes parties. Voilà, c'est pas, je sais pas si c'est un critère du coup de captation. Sur les documents de planif, je suis assez je suis assez perplexe sur le potentiel des documents de planif à pouvoir intégrer cette dimension de coopération parce que voilà, il y a déjà tellement d'obligations légales finalement dans ces documents de planif, à l'exception peut-être des SRADET, qui sont les schémas régionaux, où là il y a vraiment une dimension très intégrative, donc ça vaudrait peut-être le coup de les regarder. Ce que je trouverais intéressant de regarder, et finalement vous en avez fait un peu écho, c'est effectivement aussi c'est toute la contractualisation peut-être publique-privée qui peuvent exister à l'échelle de chaque agglomération pour voir finalement comment s'approvisionnent un peu les villes. Je pense par exemple au contrat effectivement avec les cantines, je pense aux marchés d'intérêt nationaux. Enfin, ouais, peut-être comment se gèrent derrière effectivement les déchets, les eaux usées. Enfin, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu toute cette contractualisation. Alors forcément, ça ne peut pas se mener à l'échelle nationale, mais je pense que c'est vrai qu'à l'échelle de plusieurs agglos, peut-être que ça vaudrait le coup effectivement aussi de regarder un peu de manière un peu transversale ces différents exercices sur les métabolismes. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors sur la captation, je partage totalement, et c'est pour ça que j'insistais sur le dire, en fait, on a du sens unique, mais c'est pas parce qu'on a du sens unique que les acteurs, notamment économiques, qui vont produire ces ressources, je pense plutôt à des denrées alimentaires avec les exemples que vous donniez, que c'est pas intéressant pour eux, bien au contraire, ça sécurise en fait leur transition, leur marché. C'est juste que dans les choix aujourd'hui politiques, sociaux, économiques qui vont être faits d'organisation de ressources et des partages des ressources avec comment elles vont évoluer, en fait, de mettre ça à plat à cette échelle-là, peut-être effectivement du SRADET entre ville et campagne, et de se dire comment on s'organise par rapport à quels besoins et comment on priorise, c'est tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur la gouvernance, le partage de l'eau, par exemple, et de se dire comment on organise tout ça, et avec une concertation de tous les acteurs. Souvent, dans les relations de campagne à sens unique, on n'a pas les acteurs publics des campagnes qui vont par ailleurs faire leur démarche aussi de relocalisation de denrées alimentaires à côté. Et donc, on peut avoir aussi des acteurs économiques qui sont sollicités. Alors, pour les denrées alimentaires et la restauration collective, souvent, c'est assez complémentaire parce que les calibrages de ceux qui sont dans les grandes villes n'ont pas les mêmes besoins que ceux qui peuvent être plus flexibles dans des petites communes rurales. Donc, il n'y a pas aujourd'hui concurrence, mais en tout cas, il n'y a pas d'espace de débat et de partage, contrairement au mutualisme où ils essayent d'organiser ça. Et c'est vraiment plutôt ces schémas-là. Je partage totalement sur le fait que dans la captation, ça se gère par négociation avec des acteurs privés qui se tirent complètement leur épingle du jeu. C'est pas du tout l'inverse. Effectivement, pour les SRADET, ça pourrait être intéressant et ça pourrait être une piste pour creuser ce travail-là. Et puis, je pense aussi voilà, que l'évolution de différents impératifs sont assez contraignants aujourd'hui, mais que ça peut être aussi une porte d'entrée pour se dire c'est une solution face à différents enjeux auxquels aujourd'hui tout le monde est crispé et on est plus dans cette situation-là qu'envisager d'autres façons de faire, quoi. Merci. Merci à vous. On donne la parole à Gaëlle Vigouroux. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Gaëlle Vigouroux et je suis élue à Crozon et dans ma communauté de communes et je suis vice-présidente de l'EPAB Baie de Douarnenez qui du coup travaille sur la question de l'eau et la reconquête de l'eau et de ce travail avec les agriculteurs et sur les nitrates et sur nos externalités négatives en territoire rural. Alors moi, j'ai deux documents devant moi. J'ai la synthèse du PASS qui est le travail du SCOT actuellement qui a été en réflexion et a été présenté aux habitants en février dernier, SCOT du Pays de Brest. Et j'ai un deuxième exemple, là juste sur mon bureau, qui est la structuration d'une filière bois-bocage
sur la Cornouaille et qui est un exemple aussi, quelque part, d'organisation de territoires ruraux veut un peu sortir de la captation et en même temps s'organiser entre eux et aussi que les ressources servent aussi à notre transition, notamment énergétique. Je vais prendre le premier exemple qui est celui du SCOT et je rejoins complètement le fait qu'il va vraiment falloir inventer des nouvelles façons de faire, notamment un nouveau regard par rapport à la transition, par rapport à la finitude des ressources, et que aujourd'hui, ça n'a absolument pas imprégné les passes des futurs SCOT. On est quand même sur une période 2026-2046 où il est écrit, nous, dans notre futur SCOT, que nous aurons, à l'échelle de 2026-2046, des problèmes d'eau potable. Alors, des problèmes d'eau potable, on en a aujourd'hui, on a des problèmes de qualité, on a des problèmes de quantité. En 2022, on a été à 2 doigts sur le territoire de la baie de Douarnenez, mais surtout le Finistère quelque part, de ne pas pouvoir apporter une eau potable l'été en période de sécheresse. Donc les problèmes sont vraiment là. Ce que je vois moi, dans tout ça, c'est qu'on a une très très forte implication des pouvoirs des privés en fait, hein, de l'industrie, puisque la première comment dire priorité dans notre SCOT, ça va être de conforter les centralités, de conserver du foncier pour l'industrie, d'accord? Oui. C'est-à-dire que la question de l'autonomie alimentaire des territoires, la question de l'autonomie énergétique, la question de quelle économie on peut créer à partir de nos ressources en eau, qu'est-ce qui reste en fait pour pouvoir demain voilà, eh bien, on utilise exactement les mêmes critères qui ont servi à construire le dernier SCOT pour construire le prochain SCOT, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise en compte globale, aucune prise en compte des interstices entre les différentes compétences des politiques publiques au niveau des intercommunalités, puisque c'est quand même beaucoup là que ça se fait, voilà, et qu'il y a un très gros problème de gouvernance de ces SCOT, c'est-à-dire que quand vous avez un représentant d'une collectivité, d'une intercommunalité rurale, vous avez 8 représentants de la métropole, et du coup, les décisions, ne sont absolument pas, et en tout cas les intérêts et les projets d'avenir, et Dieu sait s'ils sont importants en termes de dévitalisation, en termes de maintien des ressources sur un territoire, eh bien, ils ne sont absolument pas pris en compte. Et du coup, on a un SCOT qui, pour moi, là, aujourd'hui, je me suis déjà exprimée dans les réunions publiques, qui est à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes critères et on ne prend pas en compte la question du pétrole, la question de la diversité. Et je prends un simple exemple. Par exemple, on regarde aujourd'hui, Brest aujourd'hui est sur le SCOT du Pays de Brest, le territoire qui attire le plus de monde, donc qui est le plus, comment dire, vital, qui a plus de vitalité démographique. Si vous êtes dans la première couronne, vous avez encore des gens qui gardent leurs habitants parce qu'ils vont travailler sur Brest, là où tout le développement économique est créé, hein, donc les emplois sont créés là-bas. Si vous dépassez les 50 km, vous êtes en décrochage en termes de vos habitants. Vous perdez des habitants, vous perdez des actifs, vous gardez peut-être des retraités, etc., mais vous perdez les actifs. Et en fait, si on utilise les mêmes critères, on va agrandir les difficultés des territoires ruraux. Et du coup, bah, derrière, on n'a plus non plus de production d'activité, donc plus de vie, et on a des territoires qui vont mourir. Et donc, du coup, on arrose là où c'est déjà arrosé. Et je crois qu'il n'y a pas de rupture, alors qu'on devrait être dans une rupture, négocier certes, mais dans une rupture par rapport aux transitions. Et en fait, elle n'arrive pas. Voilà. Je voulais juste faire cette petite analyse de mon côté. En tout cas, je trouve passionnant ce que vous nous avez présenté. J'aimerais bien en savoir plus et avoir une partie de vos travaux pour pouvoir appuyer notamment un argumentaire pour essayer de changer la donne au niveau local. Voilà, merci beaucoup. Merci, avec grand plaisir. Puis je pourrais vous partager des ressources aussi. Il y a des territoires qui essayent aujourd'hui de travailler sur la territorialisation des limites planétaires et voir en fait comment pour eux ça s'inscrit là-dedans avec tout un travail. Je pensais à Terre de Source qui a fait un travail de prospective avec After 2050. Ça aussi, je pense que il faut repasser ou passer par une approche historique et prospective de l'évolution de nos territoires, de leurs ressources et de l'interface avec l'environnement par rapport à tout ce qui va fondamentalement changer. Et après, voir aussi comment on peut remaîtriser ce qui s'y passe, quoi, avec les acteurs locaux. C'est un énorme chantier. Il faut beaucoup d'ingénierie, beaucoup de monde pour engager tout ça. Mais avec grand plaisir, vous avez mon mail dans le PowerPoint. Et puis, je vous partagerai d'autres ressources complémentaires si ça peut vous aider dans ce travail. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Étienne Clément. Oui, merci. Le terme a été, enfin, l'outil a été évoqué. Alors, je crois que c'est justement par vous dans votre introduction de ce webinaire. On a parlé des contrats de réciprocité, qui me semble un outil justement qui était dédié à cette question de la mutualisation, pardon, entre ville et campagne.
Et moi, j'aurais bien voulu savoir s'il y a eu une évaluation qui a été menée par rapport à cet outil, parce que je crois savoir, dans un travail qu'on avait mené au niveau du Césaire Grand Est, que finalement, ça a été très, très, très peu mis en place, mis en œuvre. Donc, je trouve que ça serait intéressant de savoir pourquoi cet outil, normalement dédié spécifiquement à la contractualisation des relations entre la ville et la campagne, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que ça a été mis en place, pas mis en place? Et surtout, si effectivement ça n'a pas été probant, bah, savoir pourquoi euh, cet outil qui était dédié, finalement, n'a pas répondu à ses attentes, quoi. Je pense qu'il y a peut-être là à aller chercher des enseignements pour que dans les prochaines contractualisations, on mette des choses un petit peu plus adaptées sans doute à ce qui est attendu. Alors, je me permets juste, Hmm. dans la prochaine intervention, on va Ah, parler pardon. des contrats de réciprocité. Eh ben, Euh, j'attends alors. donc, sauf si Laetitia voulait apporter quelque chose de particulier, mais c'est le sujet de la deuxième intervention, entre Ok. autres. Mm. Je peux juste faire un petit clin d'œil puisque avant d'être scientifique et de faire ce doctorat, moi j'ai travaillé au CGET sur l'initialisation des contrats de réciprocité ville-campagne. Donc j'en vois très bien l'origine. C'était une mesure qui avait été lancée à la suite des Assises des ruralités, je crois, de mémoire, ça s'appelait comme ça, par Alain Calmette. Et en fait, c'est un dispositif qui a été créé ad hoc, expérimental, en 15 jours, au pied levé, sans trop de concertation avec les territoires et surtout sans moyens dédiés. Ni financiers, ni humains. Alors, il y avait une mobilisation possible des CPE, enfin des fonds des CPER. C'est voilà, un dispositif qui était hors sol, qui reprenait une bonne idée, mais on ne lui a pas donné les chances de co-construction territoriale et d'y mettre du contenu. C'est-à-dire qu'en plus, il y avait différents types de coopération possibles et que ça partait tout azimut. Et je pense que, en tout cas, je veux pas, ce sera en résonance et une ouverture pour l'intervenant suivant, c'est que moi, je serais plutôt partisane de dire dans les objectifs de transition socio-écologique, comme ça a été fait pour le projet Terre de Source, d'y mettre un objectif de coopération interterritoriale. Sur les sujets adaptation et atténuation, de dire les villes doivent regarder en dehors de leur périmètre. Et quand les campagnes font aussi également des projets, qu'elles aillent voir auprès des villes à proximité comment elles peuvent travailler ensemble sur ces ressources et ces objectifs-là. Plutôt que de rentrer par l'objectif d'interterritorialité, qui est souvent une coquille vide dans les politiques que j'ai pu voir, et après essayer d'y mettre du contenu qui est souvent assez brinque-ballant. Voilà, mais peut-être que l'intervenant dira l'inverse et ça fera débat. Je veux pas, voilà, interférer. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Je pense que là, ça va être l'heure de justement donner la parole à ce deuxième intervenant. Donc, on l'a aperçu tout à l'heure puisqu'il a posé une question. On va accueillir donc David Marx, qui est directeur d'études à l'agence d'urbanisme ADEUS de Strasbourg. Il va justement pouvoir témoigner en tant que praticien les contrats de réciprocité, deux contrats de réciprocité qu'il suit dans le cadre de l'agence d'urbanisme. Et il a aussi un autre investissement au sein de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, où il coanime un groupe de travail sur la coopération territoriale. Ce travail, en fait, il a notamment permis de produire un document qui s'appelle l'abécédaire de la coopération territoriale. Et donc, il va pouvoir témoigner de ces deux chantiers qu'il suit, quoi. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci. Oui, donc effectivement, la transition est tout à fait, tout à fait trouvée. Donc, je vais vous parler notamment de ces contrats de réciprocité, mais pas seulement, un peu des différentes réflexions qu'on a pu avoir aussi sur ces coopérations là, qui vont tout à fait dans ce sens. On est, par contre, ce que je vais vous partager n'est qu'une première étape. Le groupe dans lequel je travaille à l'AFNO existe depuis quelques années, et donc voilà, il y a toutes ces questions de bilan et de perspectives qui sont encore à compléter. Voilà, donc voilà ce que je vais évoquer avec vous en une petite vingtaine de minutes. Vous rappeler un peu ce que c'est une agence d'urbanisme pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas.
revenir du coup sur mon expérience locale, donc soit de chef de projet, soit aussi d'encadrant de nos chefs de projet sur les contrats de réciprocité, et puis le travail qu'on mène à l'échelle nationale. Donc, les agences d'urbanisme sont déjà par essence justement des lieux qui sont des lieux de dialogue justement entre ville et campagne. Donc, elles existent depuis 1967. Donc, voilà, cette même époque où justement on a mis en place un certain nombre de grands outils de planification, et plutôt d'une planification assez aménagiste. Et donc, les agences sont là à la fois pour servir d'ingénierie, mais aussi de suivi, du développement des territoires, mais aussi un lieu de gouvernance entre différents, entre différents élus d'un territoire à échelle large. C'est-à-dire que voilà, dans chaque conseil d'administration d'agence, vous allez pouvoir trouver un président d'une métropole, de plusieurs agglomérations, comités de communes, les représentants de l'État, de la région, etc. Donc voilà, on essaye d'ailleurs, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de faire en sorte qu'on ait un vrai dialogue et un vrai débat maintenant dans ces instances pour entamer ces questions de coopération, mais qui sont vraiment assez peu intuitifs aujourd'hui, tellement effectivement, ça a été dit par l'intervenante précédente, la dimension des périmètres d'action est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important et difficile à dépasser. Donc voilà, nos missions, elles sont définies par le code de l'urbanisme, et nous sommes donc des associations en termes de structure, et c'est ce qu'on voyait sur l'image. Voilà, on fonctionne également en réseau pour pouvoir couvrir les différents territoires. Ça, je l'ai dit, hein, voilà, donc nos différentes missions d'accompagnement, donc c'est d'être dans l'observation, mais aussi dans l'accompagnement, dans l'élaboration des politiques publiques. Donc, je voulais revenir sur donc nos expériences dans les contrats de réciprocité. Le point de départ très fort dans les contrats de réciprocité qui se sont créés entre l'Eurométropole et les territoires vosgiens, ben, c'est ce que montre un peu cette carte aussi, avant finalement de traiter la question des transitions, hein, qui était un peu moins centrale en 2019, voire en 2015, hein, quand les contrats de réciprocité aussi ont été mis en place. C'était vraiment cette question de la métropolisation quand même qui était très 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 forte, c'est-à-dire le fait d'avoir des territoires qui connaissent des développements extrêmement forts, parce que trop forts. On est vraiment aujourd'hui dans comment on régule ce développement et ses besoins, hein, parce que c'est pas c'est pas qu'un souhait politique, mais aujourd'hui c'est aussi voilà, quand une agglomération se doit de répondre aux besoins de logement de ses habitants, voilà, ça n'est pas qu'un souhait politique, mais juste un besoin aussi de réponse aux besoins des citoyens, et avec cette même difficulté de voir comment on y répond parfois à une échelle plus large. Donc on voit très bien effectivement sur la droite cet écart entre voilà, des territoires en fort développement, et très vite, dès qu'on bascule vers l'ouest, on a des ruptures qui sont liées notamment aux limites géographiques et aux difficultés aussi de mobilité par les infrastructures. Le propos des agences depuis longtemps, et aussi à l'appui notamment des travaux de la géographe Nadine Catan, que doit connaître la présentatrice précédente, évidemment, puisqu'elles ont travaillé au même laboratoire, c'est aussi d'arrêter aussi d'opposer périmètre contre périmètre, mais d'avoir une lecture
de nos territoires par des logiques de système, et c'est ce que montre un peu ce type de cartographie où on voit bien que finalement aujourd'hui les territoires qui sont le reflet de la vie des gens, c'est effectivement plus des périmètres administratifs, ici tel comme la telle communauté d'agglomération, telle métropole, mais c'est des territoires qui sont aujourd'hui de plus en plus imbriqués, notamment pour les mobilités quotidiennes, c'est ce qui est représenté, mais voilà, on pourrait aller bien au-delà. Et donc ces coopérations, elles ont effectivement été là pour répondre effectivement à ces difficultés de territoire fonctionnel, mais aussi pour répondre à ces enjeux de coopération pour faire face aux transitions. Les contrats de réciprocité, donc c'était l'idée de tester des solidarités horizontales avec des nouveautés. C'était effectivement s'affranchir des continuités territoriales qui aujourd'hui sont extrêmement présentes dans les outils et les instances de coopération, on va dire en dur. Hein. Par exemple, on ne les a pas cités, mais les PETR, les pôles d'équilibre des territoires ruraux, sont plus encore que les SCOT, sont des outils justement tout à fait privilégiés de coopération entre territoires urbains et ruraux, privilégier le dialogue à l'échelle de ces bassins de vie, mais aussi l'idée de ces contrats de réciprocité, c'est de commencer par l'expérimentation et de laisser finalement à plus tard, voire pas du tout, toute la dimension administrative qui peut s'avérer extrêmement lourde. En gros, les contrats de réciprocité, on peut un peu les opposer à ce que sont ce qu'étaient les pôles métropolitains, qui étaient aussi un moyen voulu de coopération entre territoires au-delà de continuité territoriale, mais les pôles métropolitains, leur lourdeur administrative faisait que voilà, juste le fait de porter ces institutions faisait que derrière, il était très difficile après de les faire vivre et de faire en sorte qu'ils soient porteurs de projets. Je vais vous faire retour un peu de la démarche qu'on mène qu'on accompagne entre l'Eurométropole, la Vallée de la Bruche et l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc là, l'idée, le fil l'objectif et le fil conducteur, c'est finalement cette idée des Vosges comme bien commun. Et donc avec finalement donc un massif qui est entouré par deux vallées, donc la plaine d'Alsace d'un côté et le sillon lorrain de l'autre, et un territoire vosgien qui est finalement un territoire extrêmement dense aussi, et qui, quand on regarde par exemple juste les représentations, les liens entre les domiciles principaux et les domiciles et résidences secondaires, on voit bien cette dimension finalement de bien commun, parce que c'est un territoire qui profite, on va dire, à tous les urbains qui sont tout autour. Et donc, l'idée qu'on aimerait faire cheminer, c'est un peu cette idée de communauté de responsabilité qu'il faudrait pouvoir faire émerger. Donc les objectifs de ces contrats de réciprocité est donc de favoriser les solidarités horizontales, mais au travers finalement d'une logique de projet. Et là aussi, donc, on est dans une idée voilà, aussi de facteurs de cohésion entre territoires. Le grand point aussi le fil d'Ariane finalement de ce contrat de réciprocité s'est exercé autour de la sauvegarde et de la mise en valeur de la ligne ferroviaire Strasbourg-Saint-Dié Épinal, qui est finalement la seule ligne ferroviaire qui irrigue véritablement le massif des Vosges totalement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus que des lignes qui sont plutôt en impasse, et c'est la dernière ligne ferroviaire qui irrigue et qui connaît beaucoup de difficultés, qui a failli fermer plusieurs fois. Et donc,
L'idée est vraiment de mobiliser les 3 territoires qui sont donc l'Eurométropole, la vallée de la Broche et l'agglomération de Saint-Dié autour de la sauvegarde de cette ligne. Et donc, toute une série de projets avaient été imaginés dès le début autour de la valorisation de cette voie ferrée, donc de la réflexion autour de services, la réflexion autour du télétravail, du coworking, la question des loisirs, la question des visites de scolaires, la valorisation des événements qui peuvent exister dans les différents territoires, et évidemment la valorisation aussi des ressources. Aujourd'hui, aujourd'hui, où en sommes-nous, donc par rapport à ces grandes thématiques, donc voilà, on a plusieurs grandes catégories, donc tout le sujet de la vie des gens, donc avec des sujets sur les mobilités, sur les tiers-lieux, le télétravail, des sujets sur le tourisme, mobilité de loisirs, pour mieux les connaître, pour promouvoir un tourisme bas carbone, la valorisation d'un certain nombre de grands événements comme le Festival international de géographie, et puis le développement de filières industrielles, et particulièrement autour de la filière bois, voilà, qui pourrait être un autre élément d'ailleurs. Si on regardait effectivement la dimension des transitions, c'est comment si toute la partie construction peut se relocaliser. Un autre élément aussi, c'est donc toute cette partie ressources, avec la question du foncier, comment on utilise mieux les friches industrielles, et la question des échanges sur les PAT. Je vais ensuite vous donner trois exemples très concrets des sujets les plus actuels aujourd'hui sur ce contrat de réciprocité, et puis après j'essaierai un peu de prendre un peu de recul pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer un peu comme enseignement. Donc on a tout un sujet de valorisation du Festival international de géographie, qui est aujourd'hui certainement le projet qui est le projet phare finalement de ce contrat de réciprocité. Alors ça peut paraître finalement un peu à la marge comme type de projet, mais c'est finalement c'est un projet finalement de co-développement du territoire de Saint-Dié par la valorisation de cet événement-là qui peut avoir une portée assez large, et on en a fait un peu le premier bilan avec les partenaires récemment, où on note vraiment sur un projet qui avait des difficultés au début, on voit vraiment une mise en route très sensible et des retombées tout à fait concrètes pour l'agglomération de Saint-Dié, en termes de visibilité de son événement. Et on a donc aussi l'organisation d'une tarification adaptée pour faciliter le déplacement de manière décarbonée à ce type d'événement. De la même manière, voilà, on a une réflexion autour de la promotion du tourisme de proximité bas carbone, et là c'est particulièrement la vallée de la Broche qui est donc le territoire un peu entre les deux qui a beaucoup travaillé, avec une valorisation des gares, une valorisation de ce qu'on peut faire autour des gares, des recherches aussi autour du développement des pistes cyclables, une valorisation de ces territoires-là dans la presse de la métropole. Voilà, donc ça c'est aussi des choses qui fonctionnent plutôt bien. Ensuite, il y a tout un sujet bois qui est commun finalement aux 2 contrats de réciprocité qu'on a la chance de pouvoir accompagner. Et donc là, on a à la fois des partages d'expériences sur comment mieux valoriser la ressource bois, et de manière plus locale, parce que là, on a une filière qui connaît des fragmentations. Et là, notamment, on travaille sur l'idée de mettre en place une toile de la filière bois pour pouvoir justement mieux visualiser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc c'est un avantage, et donc le moyen vraiment de relier finalement un territoire qui a un besoin finalement de transition en termes de moyens de construction, et des territoires qui sont plutôt producteurs et qui ont besoin justement de s'accorder avec les lieux
de construction principaux, les lieux de massification, pour faire en sorte que cette filière puisse se moderniser. Donc voilà, on est vraiment dans un projet, dans une dimension extrêmement importante pour le territoire. Pour les territoires. Un autre projet voilà, qu'on pilote directement à l'agence, qui est aussi un travail sur la base des données mobiles Orange, pour pouvoir justement mieux connaître les pratiques de mobilité loisirs dans le massif des Vosges, et particulièrement donc dans ces territoires de réciprocité, et pour pouvoir ensuite guider les politiques publiques en termes d'accessibilité, mais aussi de préservation de certains espaces naturels peut-être les plus exposés. Voilà un petit peu sur ce contrat de réciprocité, quelles sont un peu les actions phares, hein, sachant que ce contrat de réciprocité, il en est à ses 5 ans. Il a été créé en 2019, on en est à 2024. Pour essayer de prendre un peu de distance, je pense qu'il est intéressant de faire plusieurs constats. Il y a une dimension politique très très forte dans ces contrats de réciprocité. C'est leur avantage et c'est leur limite, c'est-à-dire que ils ont leur capacité à fonctionner est quand même très liée au portage politique. Et donc, voilà, si les élus le portent, ces contrats vont pouvoir vraiment déboucher sur du concret et faire bouger les choses. Toutes les difficultés qu'on rencontre vraiment sur plusieurs coopérations de ce type-là, c'est aussi l'alternance politique dans un territoire ou dans un autre, et qui fragilise du coup ce type de contrat de réciprocité, parce que voilà, encore une fois, on est sur un fonctionnement très léger, hein, qui n'est pas institutionnalisé comme avec un syndicat mixte, un pôle métropolitain, et donc c'est la fragilité du système. L'autre dimension sur laquelle je pense qu'il fallait un peu insister. Voilà, il y a évidemment une dimension de capacité à entraîner, à engager de nouvelles dynamiques, mais c'est vrai qu'on reste là aussi sur, malgré tout, hein, malgré tous les efforts aussi que les uns et les autres portent, on reste encore sur des petites actions. On est sur des petites actions, comme vous le voyez, le FIG, la filière bois. Voilà, en termes de, même si on regarde, je pense que ça serait intéressant de regarder en termes de moyens investis, hein, dans ces contrats de réciprocité. Voilà, ça reste des moyens assez faibles, et c'est vrai que de la même manière, un peu aussi, ce qu'on peut ressentir nous en termes de coopération transfrontalière, c'est parfois un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que voilà, on va faire en termes de moyens humains, c'est souvent ce que les uns et les autres vont faire une fois qu'ils auront fait les travaux qui concernent directement leur territoire, et donc et je pense que c'est une première marche intéressante pour engager un changement de pratique, mais c'est tout à fait insuffisant si on veut vraiment engager une transformation de coopération entre territoires. Je vois que j'ai été très bavard sur la première partie. Je vais essayer quand même dans quelques minutes de vous faire un peu de vous donner quelques éléments sur la deuxième partie, donc qui sont notre capitalisation et nos partages d'expérience par le biais de la fédération. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais juste pour dire voilà, on a eu le souhait justement de partager justement entre agences, entre chefs de projet qui étaient exposés, impliqués dans ces contrats, dans ces différentes natures de contrats, pour essayer de justement de prendre un peu de distance, essayer de voir ce qui s'y jouait. Donc c'est pour ça que on a mis en place ce groupe de travail à l'échelle nationale, et pour faire en sorte que justement les différents chefs de projet ne soient pas isolés et qu'ils viennent avec plus d'outils réels de travail. On a donc un double deux types de réalisation, donc des partages d'expérience, soit en interne,
entre agences, soit aussi avec des partenaires extérieurs sur des thèmes précis. Donc, on a eu un premier sujet, par exemple, sur la question de l'enseignement supérieur et du partenariat entre métropole et villes moyennes. On va avoir normalement prochainement un échange autour de la question du métabolisme. Et puis, on essaye de travailler à la réalisation de documents de référence, donc l'ABCDR qui est désormais disponible, et un travail aussi sur un poster des coopérations avec une dimension un peu chronologique. Ce travail d'abécédaire, voilà, que nous avons évoqué, l'idée était d'éclairer justement un peu les différents concepts voilà, qu'on voit surgir un petit peu, de partager un peu ce même vocabulaire, de pouvoir voir un petit peu quel pouvait être le rôle des agences et quelles pouvaient être un peu les limites aussi à notre investissement, parce que là, une agence d'urbanisme n'a pas de capacité opérationnelle, donc ça demande effectivement d'avoir conscience de ses limites et d'être plutôt dans un rôle de facilitation. Et donc l'idée était aussi, voilà, de mieux partager les concepts, les outils, les processus. C'est donc ce qu'on peut voir ici avec donc, cette première version, hein, d'ABCDR qui concentre une première liste de définitions. Donc, encore une fois, voilà, vous y trouvez un certain nombre de concepts, des différents outils de gouvernance, mais aussi des outils d'analyse différents. Je vais prendre juste deux exemples pour en finir, hein, voilà, de points points qui ont été éclairés. La question de la contractualisation, et qui justement se passe plutôt en territoire breton autour de Rennes. Donc l'idée, c'est l'idée de travailler autour du contrat pour faire en sorte finalement d'avoir une vraie portée juridique, hein, voilà, qui permet voilà, d'avoir un vrai engagement des différentes parties, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà. Donc cette dimension de contrat, on la retrouve, hein, de différentes manières. Les contrats de réciprocité, ce contrat de coopération qui a été signé en novembre, voilà, qui vaut engagement effectivement pour ces différentes parties, sans avoir forcément une institutionnalisation plus forte de ces projets. La question du dialogue porté autour notamment du territoire de Toulouse. L'idée, c'est d'avoir donc finalement un peu des scènes de dialogue autour d'un certain nombre de sujets, et qui permettent justement aussi d'instaurer un dialogue en confiance, avec en travaillant le fait de ne pas avoir finalement de verticalité, aussi de hiérarchie, d'avoir moins de hiérarchisation entre une métropole et les villes moyennes, les territoires ruraux qui sont autour. Et donc autour de Toulouse, donc on a donc une association du dialogue métropolitain toulousain qui existe depuis maintenant presque une vingtaine d'années, née autour de cette initiative de la data, et qui a été transformée en association depuis les années 2013 ou 2015. Donc voilà, c'est une autre forme un peu de coopération à laquelle on peut assister. Voilà, je n'ai pas voulu être trop long sur les différentes définitions. Vous retrouverez ici le lien vers l'abécédaire. L'idée, encore une fois, c'est qu'il puisse être complété, et que on puisse commencer aussi à avoir un travail d'analyse et de réflexion pour justement réussir à prendre un peu de distance sur ces différents mouvements de coopération. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, c'est comme tout à l'heure, hein, n'hésitez pas, si dans l'assemblée, des personnes veulent prendre la parole. Alors, je vois que Laetitia lève la main, mais ben, allez-y.
je me dis que je vais lancer et peut-être que ça fera comme tout à l'heure, toujours qu'il y a une personne qui parle en premier et après il y a plein de questions qui arrivent. Non, moi je voulais vous remercier. Déjà, je trouvais ça super intéressant, Monsieur Marx, tout ce que vous avez dit, et puis de mettre de l'eau à votre moulin. Dans le travail que j'avais fait, moi, sur le travail des contrats de réciprocité, c'était les 4 premiers qui avaient été mis en place en 2015, donc dans un dispositif vraiment particulier. Et effectivement, c'est hyper intéressant votre partage, parce que ça montre que les territoires se sont saisis d'eux-mêmes de cette façon d'agir et ont monté selon leurs propres modalités. Donc, je trouve ça passionnant et puis révélateur aussi de l'utilité de cette façon de faire par rapport à différents enjeux. Et des constats, par contre, que vous partagez, moi, j'avais fait un mémoire de recherche du coup là-dessus, ils sont totalement observés dans les autres contrats de réciprocité, et je dirais même, ils sont même plus largement partagés dans les travaux que j'ai fait dans ma thèse après. Donc moi, j'ai regardé quelques cas de mutualisme ville-campagne, dont le projet Terre de Source, par exemple, à Rennes, où on parlait de la filière bois. Donc moi, j'avais regardé la filière bois sur le territoire de Quimperlé, par exemple, avec Concarneau, et les constats que vous avez faits de portage politique, de moyens financiers, ils sont vraiment déterminants, en fait, dans la capacité de ces coopérations de campagne à agir, à sortir du projet et à répondre aux objectifs qu'elles ont été fixés. Et c'est un vrai enjeu pour les collectivités et les élus aussi, je trouve, que d'accepter et de défendre politiquement, d'investir des moyens humains et financiers, soit dans une structure qui va agir pas forcément que sur son territoire, soit même auprès d'autres collectivités, dans d'autres collectivités, notamment rurales, qui ont l'espace où le projet doit se faire. Et vraiment, j'avais le cas, par exemple, à Bordeaux, où ils avaient engagé une coopération avec des territoires d'un autre département en Lot-et-Garonne. Et en fait, il y a eu les agriculteurs de la métropole qui ont réagi vivement en disant mais pourquoi on va aider les agriculteurs du Lot-et-Garonne alors qu'effectivement une grosse partie du maraîchage était produit là-bas et allait à la métropole, peu finalement sur la métropole en elle-même. Et donc les élus ont rétropédalé et il y avait un gros projet de maîtrise de relocalisation de la production agricole qui a complètement avorté de ce fait-là. Donc c'était voilà, juste pour dire que globalement, ce constat que vous faites sur votre territoire, il est clairement plus largement affiché et ça pose la question de l'ambition des politiques publiques, à la fois en termes de coopération interterritoriale et puis de transition écologique aujourd'hui aussi, et des moyens qu'on donne aux acteurs locaux pour le faire, avec évidemment les dynamiques politiques qui peuvent changer des choses qui mettent beaucoup de temps à s'installer en termes de coopération. Voilà, c'était juste pour mettre cette petite eau dans votre moulin. Merci. Je vois qu'il y a l'utilisateur de Zoom qui lève la main. Donc, je ne sais pas si la personne veut prendre la parole ou si c'est une Alors erreur. oui, c'est Romain Pasquier. Ah, bon. Ah ben oui, on t'a tendu la perche quelque part. Merci beaucoup. Non, je voulais prolonger un peu la réflexion sur ce qui vient d'être dit et évoquer un programme de recherche qu'on vient d'initier justement sur le contrat de coopération entre Rennes Métropole et 15 EPCI, donc à l'échelle d'un territoire d'à peu près 1 million d'habitants, qui couvre une grande partie de l'Ille-et-Vilaine, mais qui déborde un petit peu sur les Côtes d'Armor et le Morbihan. Voilà, donc là, on n'est pas sur ça a été signé en 2022, fin 2022, après véritablement un volontarisme politique de la nouvelle présidente de la métropole de Rennes de rencontrer l'ensemble des présidents d'intercommunalités, petites comme grandes, pour essayer justement de faire changer d'échelle à la coopération territoriale, parce qu'on est dans l'ouest de la France, déjà quand même plutôt une région où la coopération est plutôt bien structurée. Mais là, l'idée, c'est justement, au regard des transitions, au regard de tout ce qui vient d'être dit, d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire à une échelle supérieure et sans doute avec des effets de levier supérieurs. Alors, ça, c'est dans le cadre d'un programme POPSU, donc transition. Donc, voilà, les travaux commencent à peine. Mais moi, ce que j'ai pu commencer à observer de ma petite fenêtre,
c'est effectivement un paradoxe, c'est-à-dire que sur, sur les investissements financiers, pour le moment, ça reste encore modeste, hein, on est sur quelques millions d'euros, mais il y a une forme d'apprentissage et de dialogue territorial à une échelle totalement inédite qui est en train de s'instaurer au plus haut niveau politique local. Et donc, on voit que on a commencé relativement petit sur des sujets qui peuvent paraître un peu périphériques, comme le coworking ou les tiers-lieux, et que dans le dernier copil politique de ce Conseil de coopération, tous les présidents de PCI présents parlaient du ZAN, parlaient de la ressource en eau. Donc là, potentiellement, évidemment, des projets et des stratégies de long terme beaucoup plus structurantes. Donc on voit bien qu'il y a une dimension de socialisation politique qui est tout à fait déterminante dans ce type de démarche. Donc voilà, il faut savoir gérer ce paradoxe entre parfois la petitesse des projets réalisés et en même temps la dimension apprenante et socialisante qui permet quelques années plus tard de réaliser des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses. Voilà, je vous remercie, mais c'était passionnant, aussi bien la première intervenante que monsieur. Ben, merci beaucoup. Je suis désolée, je vois le temps qu'avance. Je ne sais pas si on a peut-être 1 minute pour conclure. Si David, vous voulez dire un petit commentaire sur ce qui vous a été dit, mais pas plus pour qu'on laisse la parole à la personne suivante. Et je suis désolée pour Gaël Vigouroux, je vois que vous levez la main tout de suite, mais on ne va pas pouvoir. Là, il faut pas qu'on passe ensuite à la troisième intervenant. Oui, je crois que, enfin, ce qu'a dit effectivement Monsieur Basquet est extrêmement juste. La dimension apprenante, elle est essentielle. C'est effectivement, oui, voilà, on a souvent l'expression un peu des quick wins dans ce type de coopération, enfin, peu importe les coopérations, au fond, qu'elles soient à cette échelle ou l'autre, voilà, c'est d'engager les choses. Voilà. Et c'est vrai que voilà, on espère derrière que les choses iront plus loin. Eh bien, merci beaucoup. Et merci pour cette transition, puisque comme à notre habitude dans ce type de webinaire, on aime bien avoir une expression académique, un témoignage d'experts et puis un témoignage plus de terrain. Et je pense et j'espère que le témoignage de terrain qu'on va vous proposer nous permettra d'aborder les différentes questions qui ont été abordées jusqu'ici. Benoît Agnel, bienvenue. Vous êtes directeur de l'ALECOB, donc l'agence locale de maîtrise de l'énergie, enfin non, l'agence locale de l'énergie du centre-ouest Bretagne. Et nous allons discuter ensemble du projet de coopération territoriale autour de l'énergie qui a été mené entre l'ALECOB et Brest Métropole. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions d'une agence locale de l'énergie? Alors, une agence... Vous m'entendez? Ok. Ça fonctionne bien, oui. Parfait. Donc, une agence locale de l'énergie, donc c'est un statut associatif, c'est un outil créé par les territoires, donc en Bretagne plutôt échelle PETR, donc c'est le PICOB qui nous a créé avec l'aide de l'ADEME en 99, dans l'objectif de se doter d'un outil de maîtrise de l'énergie et de promotion d'énergie renouvelable sur son territoire. Et donc, en fait, il existe plusieurs agences locales de l'énergie en Bretagne. Hein, on se fédère au sein de Bresalec. Le principe, hein, c'est que c'est surtout, enfin, au sein de nos conseils d'administration, on a plusieurs partenaires qui ont un lien fort, un enjeu fort avec la transition énergétique, et puis on va retrouver principalement des collectivités. Donc c'est vraiment un outil voilà, opérationnel créé pour mettre en place des actions liées à la transition énergétique
voilà, pour finir rapidement sur les missions, pour vous donner des exemples de missions qu'on mène sur notre territoire, c'est l'information du public. On intervient auprès des collectivités sur la maîtrise de l'énergie, sur le patrimoine, au travers de la mission conseil en énergie partagée. On développe des missions, donc là j'y reviendrai du coup, sur la promotion des énergies renouvelables sur notre territoire. On intervient aussi sur la précarité énergétique. Et puis voilà, on organise, on réalise aussi des animations scolaires pour sensibiliser les jeunes à la maîtrise de l'énergie. Et voilà, il existe une quarantaine d'agences locales de l'énergie et du climat en France, puisque c'est ça, on intègre aussi la dimension climat, voilà, regroupée au sein de la fédération Flamme. Merci. Donc, nous sommes ici pour évoquer les coopérations entre le COB et Brest Métropole sur cette transition énergétique. Pour comprendre le contexte de cette coopération, je pense qu'il faut quand même présenter ces deux territoires et puis leur lien historique en termes de coopération, même si je dois vous avouer que parmi l'auditoire, on a un certain nombre d'acteurs qui connaissent très bien ces pratiques de coopération historique entre le centre-ouest Bretagne et Brest Métropole. Et du coup, qui a une meilleure connaissance du contexte que moi, mais bon, allez, j'y On va le vais. présenter à grands traits tout de même. Je le présente, j'y vais, la fleur au fusil. Et donc voilà, le contrat de réciprocité du coup ville-campagne entre Brest Métropole et puis le pays Centre-Ouest Bretagne s'est conclu en novembre 2016. Voilà, donc il y a eu 1 an de travail suite aux annonces de ces contrats de réciprocité, et avec donc c'est des territoires donc en fait qui ne se jouxtent même pas du coup, mais il y avait déjà une interconnaissance de différents acteurs à différents niveaux qui ont fait que, enfin les gens qui sont dans la salle, notamment Daniel aussi, Kayarek me contredira, mais qui ont fait que voilà, cette coopération a émergé. Et puis les thématiques, donc il y a eu un travail un peu de recherche, de prospective sur les thématiques qui pourraient être déployées dans le cadre de ce contrat de réciprocité. Et donc celles qui ont émergé, c'est le développement économique et l'insertion aussi, la santé, la culture. Et puis, il y avait une dernière thématique qui était l'énergie et l'environnement. Et donc, voilà, on avait, nous, déjà des habitudes de travail avec nos collègues d'Énergence, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat sur Brest. Des habitudes aussi, on se connaissait aussi avec les services de Brest Métropole sur la transition énergétique. Et donc, voilà, naturellement, on a vite établi toute une liste d'actions qu'on pourrait mener conjointement. Et une des premières, et ça a été cité du coup en première partie, mais c'était évidemment le bois. On a beaucoup de ressources bois, donc le bois énergie, du coup, sur notre territoire. Et donc, il y avait déjà cette première interaction qui se faisait déjà un petit peu, sauf que voilà, effectivement, ça ne va souvent que dans un sens. Donc, quand on a commencé à parler de transition énergétique réciproque, l'idée, c'était de faire en sorte que ce ne soit pas que de la ressource qui sorte du territoire du centre-ouest Bretagne, mais que nous aussi, on profite voilà, de ce bois énergie qui est une ressource peu chère, la moins chère après le soleil, aussi dans nos chaufferies sur le territoire. Parce que ce qui se passait jusqu'à présent, et puis je vais m'arrêter juste après, ce qui se passait juste à présent, c'est que en fait la ressource bois sort du territoire et voilà, on a quelques chaufferies bois chez nous, mais on a des bâtiments qui ont des petits besoins et donc en fait là où en fait les chaufferies bois ont un intérêt économique majeur, c'est vraiment sur des gros bâtiments, hôpitaux, réseaux de chaleur urbains, voilà où voilà, la solution bois est évidente et est développée plus facilement que sur les territoires ruraux où on a des plus petits besoins énergétiques. Voilà, sur l'historique, je fais un petit peu rapidement. Tout à fait. Et puis, enfin, là, on a commencé l'historique au contrat de réciprocité. Ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de notre échange,
On pourra éventuellement demander aux participants de compléter et d'avoir une approche plus large, puisque ce contrat de réciprocité, il arrivait sur des coopérations préexistantes. Mais si on revient à notre sujet de la coopération sur l'énergie et de ce qu'il y a aujourd'hui, enfin, ce qui a pu être déployé, il y a eu un facteur déclencheur, un facteur facilitant. Ça a été un projet Interreg. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel était cet appel à projet Interreg et puis après, comment vous y êtes entré, quoi? Tout à fait. Oui, ce projet-là a été une vraie opportunité. Donc on savait avec les services de Brest Métropole, on se disait, «Bah, ouais, ce serait chouette de travailler ensemble», mais voilà, on s'en était vraiment, jamais donné véritablement jamais donné les moyens et puis, voilà, 2 ans après la signature du contrat de réciprocité, on a eu cette opportunité de répondre à l'appel à projet Interreg qui concernait vraiment les coopérations, rurales, urbaines sur la transition énergétique, qui s'appelait Interreg. Et donc on a répondu, cet appel à projet, et voilà, dans un objectif de transition énergétique, réciproque, c'est-à-dire, et centré sur les énergies renouvelables, donc un développement, mutuel des énergies renouvelables sur nos territoires. Avec l'enjeu que sur les territoires urbains, du coup, on a moins de il y a beaucoup moins de potentiel. Donc l'idée, c'était et ça, on n'a pas été jusqu'au bout de ce travail-là, mais c'était de consolider un bilan énergétique sur nos 2 territoires qui permettait d'atteindre des objectifs, notamment en termes de déploiement d'énergie renouvelable un peu plus, significatifs, voilà et d'avoir quelque chose de plus équilibré, quoi. Et donc et puis l'autre volet, je l'ai un peu dit sur le bois, mais c'était de dire, là actuellement, en fait, quand on regarde où va l'argent sur les projets, d'énergie renouvelable, et ben, par exemple sur l'éolien, quand on a un parc éolien installé sur un territoire rural, l'argent part du territoire. Et c'est-à-dire que et même sur, l'ingénierie qui développe des grands projets d'énergie renouvelable, ben, là, cette ingénierie, je caricature, mais en général, il est dans la préfecture du département. On a, des ressources qui sont exploitées sur nos territoires ruraux, mais avec de la gouvernance de projet, de l'ingénierie technique qui n'est pas sur nos territoires ruraux. Donc ça, c'est un vrai problème et donc il y avait ça aussi, en plus de cet aspect, du bois, de développer nos chaufferies en local, mais c'est de travailler sur cet aspect-là d'ingénierie. Donc le projet REG Énergie, qui était porté dans cet Interreg, bon, qui n'existe plus puisque c'était, Kent, voilà, avec le Royaume-Uni, était bien sur cette logique de région bioproductive puisque l'idée, c'était, les territoires urbains ne peuvent pas atteindre leur objectif de production d'ENR du fait de disponibilité des ressources, heu, purement géographiques et d'un autre côté, les territoires, en lien, ont les ressources, mais n'ont pas forcément l'ingénierie pour le faire et donc vous expliquez que le cœur du projet entre Brest Métropole et le Centre Ouest Bretagne, c'était bien à la fois d'améliorer la production, l'autoconsommation pour les 2 territoires, enfin la consommation pour les 2 territoires et puis surtout, de dépasser la simple logique d'extraction, de production et de partage des ressources. Peut-être qu'on peut le faire, peut-être qu'on peut donner quelques exemples, en entrant aussi dans les Oui. grandes lignes de la technicité du sujet, que ce soit sur l'éolien ou le solaire, par exemple? Ouais, du coup sur le solaire, voilà, l'ingénierie était déjà présente sur Brest Métropole et donc concrètement, hein, le programme Interreg, du coup, nous a permis de créer un poste ingénierie dédié au solaire, sur le territoire du centre Ouest Bretagne. On a pu profiter aussi sur le solaire de tout ce qu'avait déployé Brest Métropole, en matière de cadastre solaire. Donc là, c'est plutôt l'équipe des géomaticiens là de Brest Métropole qui nous ont mis à dispo, leur outil et puis on a pu, créer un cadastre, voilà, à moindre coût sur notre territoire et puis, et donc
voilà, globalement, enfin, on parlera peut-être des impacts plus tard, mais l'ingénierie qu'on a mis en place sur le territoire a fait des petits et a permis de voir concrètement émerger des installations solaires chez nous, quoi. L'autre point, du coup, sur l'éolien, comme autre partenaire, donc il y avait l'Agence locale de l'énergie, là, l'ECOB, dans le projet, mais il y avait aussi la CCKB, donc c'est la communauté de communes du Crest-Braise, donc qui commençait déjà à travailler ce volet éolien et depuis longtemps déjà, et qui souhaitait en fait intégrer le capital de ces projets éoliens pour maximiser en fait les retombées économiques locales de ces projets. Et donc la CCKB aussi a été partie prenante de ce projet-là, c'est-à-dire que le programme Interreg a permis de financer en fait de l'ingénierie vers la CCKB pour ben voilà, commencer, faire en sorte que la CCKB s'approprie et prenne part dans ces projets. Et depuis, la CCKB a créé une SAS, donc à 100% détenue par la communauté de communes, et donc qui a investi dans des projets éoliens, et donc il y a déjà des retombées économiques locales qui ont lieu, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la création d'un service de lutte contre la précarité énergétique est cofinancé par les revenus d'un des parcs éoliens du territoire, quoi. Donc en gros, enfin voilà, il y avait 3 volets: solaire, bois et éolien, quoi. Avec l'idée de monter en ingénierie et voilà, de monter, enfin de monter aussi dans le train de la gouvernance des projets. Mmh. Oui, sur l'éolien, il y avait cet enjeu de, relocalisation de la valeur et pas juste être, du foncier, pour lequel on peut récupérer quelques impôts en tant qu'acteur public, mais où ni les collectivités, ni les acteurs du territoire ne bénéficient des investissements. C'est ça, et c'est vrai que ce projet, enfin ce contrat de réciprocité et ce programme Interreg, en fait, ça a été une vraie, bouée de sauvetage, du coup, à l'époque où on avait plutôt une volonté politique qui était de supprimer les postes d'ingénierie. Donc on se retrouvait en fait avec une ingénierie vraiment atrophiée sur le territoire, en tout cas en matière environnementale et puis énergétique, qui fait que quand on est dans cette situation-là, en fait, on n'a plus l'énergie d'aller chercher des programmes, des opportunités de financement, et c'est un peu le cercle vicieux, en fait. Il y a plus rien qui se passe, et toutes les ressources sortent du territoire, quoi. Donc c'était vraiment le projet qu'a déployé la CCKB, et puis qui est vraiment opérationnel aujourd'hui, voilà, a permis vraiment de profiter de ces ressources-là qui sont ensuite injectées dans de la maîtrise de l'énergie, quoi. Donc on a un projet qui a accru les capacités de production d'énergie renouvelable et la capacité d'aider, à de nouvelles productions aussi avec de l'ingénierie locale. Hem, Au-delà de enfin je pense que, c'était les impacts du projet essentiellement, ou alors j'en ai oublié un. Heu, Il y a effectivement, c'est les impacts principaux. Je l'ai rapidement évoqué, mais c'est vrai que sur le solaire photovoltaïque, donc on a pu, en fait, développer un accompagnement d'ingénierie pour les collectivités qui ont déployé du solaire sur leur toiture. Parce que, il y a quelques années, ça commence à changer avec notamment les projets d'énergie citoyenne. Mais il y a quelques années, en fait, les communes mettaient à disposition leur toiture, et finalement, voilà, ne bénéficiaient pas de la production solaire, et donc l'ingénierie qu'on a mis en place a permis de concrétiser en fait une vingtaine d'installations solaires sur des communes du territoire qui aujourd'hui sont en autoconsommation. C'est-à-dire que c'est la production solaire en fait vient se substituer aux consommations de plusieurs bâtiments de la commune, parce qu'on a été aussi dans l'innovation et ce qu'on appelle les opérations d'autoconsommation collective. Voilà, où une installation solaire sur l'école, par exemple, peut fournir les consommations, enfin, pour fournir différents bâtiments de la commune, la mairie, salle des fêtes, une station d'épuration, etc. Et donc ça permet à la commune d'être plus robuste, résiliente face aux variations du prix de l'énergie, quoi.
Donc ça, c'était un autre impact quand même. Et puis, enfin, là, ce projet Reg Énergie, il est terminé depuis. J'ai un- et, 2021, et voilà, il est terminé depuis quelques années. c'est ça. Euh, En quoi est-ce qu'il a pu nourrir des pratiques de collaboration? Et enfin, on voit bien que ça nourrit des nouveaux projets dans votre territoire, mais en quoi ça a pu nourrir des pratiques de coopération aussi avec Brest Métropole? Eh ben, il y a plusieurs, donc certes, ça s'est terminé en 2021, mais en fait, il y a plusieurs projets, qui ont suivi leur cours, parce qu'on s'entendait bien avec les services de Brest Métropole, c'est aussi simple que ça. Voilà, il y a vraiment une vraie volonté de coopération et puis, sans condescendance, face aux territoires ruraux, parce que ce qu'on peut rencontrer parfois quand même. Mais enfin voilà, c'était super agréable de travailler ensemble et donc il y a différents projets en fait, qu'on a pu oui, on a candidaté à différents appels à projets par la suite. Je les cite, mais il y a le programme Acté, donc ça, c'est un programme qui vise à donc c'était un programme qui visait à la rénovation énergétique globale, des bâtiments scolaires, donc Acté-Merisier. Donc on a candidaté, ensemble, donc c'était une vraie force pour la candidature. On n'aurait peut-être pas été retenu si on n'avait pas eu ce volet un peu, partenariat urbain-rural. Donc ça, ce programme Acté là, il se termine. Donc c'était des aides financières aux audits énergétiques, à la maîtrise d'œuvre, à l'instrumentation dans les bâtiments, qui nous a permis aussi de recruter une personne au passage chez nous. On a poursuivi aussi notre ingénierie en fait, elle apparaît maintenant essentielle. L'ingénierie qu'on a développée sur le solaire photovoltaïque, elle nous est maintenant essentielle, elle est essentielle aux communes, elle est reconnue et donc l'enjeu c'était de la pérenniser et donc on l'a pérennisée par un programme leader, chez nous, du pays, COB. Donc il va falloir qu'il se termine, fin 2024 et donc il va falloir qu'on trouve un équilibre économique pour pérenniser cette ingénierie-là. Autre projet aussi, là on n'a pas candidaté ensemble avec Brest Métropole, mais en fait c'est Brest Métropole, qui a une vision sur les programmes européens. Nous on n'a absolument pas la capacité de regarder les programmes européens, de voir ce qui s'y passe et donc Brest Métropole du coup, nous a communiqué un programme qui s'appelle SATCOM. Donc c'est le déploiement des communautés énergétiques. Donc c'est, vraiment ça concerne l'énergie citoyenne. Voilà comment les habitants peuvent prendre part aussi, dans des projets d'énergie renouvelable, éolien, solaire, même bois énergie. Et donc on a répondu à ce projet avec des partenaires irlandais, portugais, espagnols. On a été retenus, ce qui nous a permis de, là encore, développer notre ingénierie sur ce volet-là. Et puis l'autre projet, donc on avait échangé en fin de programme, Reg Énergie, sur un opérateur territorial de vente de chaleur clé en main. Donc là, ça concerne le bois en fait, c'est-à-dire que, pour faire écho à ce que je vous disais, les chaufferies bois sont adaptées vraiment à du gros bâtiment, et nos petites communes chez nous, un des gros points, enfin, il y a plusieurs, difficultés, contraintes pour développer des chaufferies bois. C'est, le coût d'investissement qui est énorme, c'est, des questions juridiques de vente de chaleur, et c'est des questions de maintenance et d'approvisionnement et donc on est actuellement, sur un projet de développement d'un opérateur territorial de vente de chaleur clé en main qui ferait l'investissement pour le compte des collectivités et la maintenance et l'approvisionnement, quoi. Et donc, c'était les derniers échanges qu'on a eus avec Brest Métropole. Donc nous, ça suit notre cours de notre côté. Et pour conclure, en fait, de mon côté, en fait, on a vu enfin voilà, nos relations se sont vraiment poursuivies. Aujourd'hui, il y a du personnel qui a changé de part et d'autre. Et en fait, voilà, là l'enjeu, on parlait des moyens d'animation, des contrats de réciprocité.
et ben, l'enjeu, ça va être, on voit bien que le risque, c'est que ça s'essouffle et qu'il y a un impact qui est énorme pour nous. Et s'il n'y a pas de moyen d'animation qui est remis un peu sur ce contrat de réciprocité, et ben, je pense que, en tout cas, de mon point de vue, et sur ce petit volet qui est de la transition énergétique, ben, ça risque de disparaître au fil du temps, quoi. Merci beaucoup. Je regarde dans le chat, je ne vois pas de questions. Il nous reste 6 minutes, donc on a le temps de prendre quelques questions. Et puis, s'il y a des participants qui veulent des précisions sur les pratiques de coopération du COP, je pense qu'il y a des gens qui peuvent y répondre. Si ça ne nous a pas empêché de comprendre l'exposé, je vous propose d'avoir des questions aussi sur les questions des pratiques de coopération énergétique entre villes et campagnes. Oui, Romain Pasquier? Oui, merci Marianne. Juste une remarque et peut-être une demande d'approfondissement, parce que je pense ça a été très très bien dit par le dernier interlocuteur, c'est-à-dire que dans la coopération territoriale et en particulier ville-campagne et en particulier sur la question des transitions, l'ingénierie est et va être fondamentale. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir de coopération équilibrée, il ne pourra pas y avoir de coopération sur des projets complexes sans une ingénierie suffisamment staffée, si vous me permettez l'expression. Et là, on est clairement face à des déséquilibres entre des petites communautés de communes, des communautés d'agglos, des métropoles. On voit bien qu'il y a des capacités d'ingénierie juridique, financière, thématique, et j'ai presque envie de dire temporelle aussi, en termes de temps consacré, qui sont tout à fait... voilà. Donc, donc j'ai trouvé intéressant ce que disait notre interlocuteur sur le fait que il y a eu des effets de génération, hein. La coopération a été initiée il y a quelques années, mais l'ingénierie a changé, et pourtant voilà, j'ai l'impression que ça se poursuit. Donc sur quel type, on va dire, de dispositif? Est-ce qu'il y a des rencontres régulières? Enfin voilà, est-ce qu'il y a je sais pas, on peut imaginer des séminaires réguliers aussi entre ingénierie, on va dire territoriale, entre Brest Métropole et le COB. Alors Daniel voudra peut-être compléter, Daniel Kayarek, mais en fait, il n'y a pas de cadre. Il n'y a plus de cadre aujourd'hui, peut-être via le conseil de développement, mais en fait, ça se poursuit parce qu'on s'entend bien. Et qu'on se rencontre via des réseaux régionaux, mais c'est tout. Merci. Daniel Kayarek, vous vouliez apporter une question ou un commentaire? Je vais peut-être compléter ce que dit Benoît. Je dirais déjà que je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, notamment sur la lourdeur administrative qu'il peut y avoir dans le maintien de contrats de réciprocité. Donc, je rappelle que j'ai été le co-signataire en tant que président du PICOB en 2016 de ce premier contrat, et les remarques qui ont été faites sont tout à fait justes, dans la mesure où on démarre avec peut-être des petits projets insignifiants ou sans grande importance, mais on voit, et Benoît Héniel l'a bien souligné, que derrière ça, on peut développer des sujets très importants, que ce soit dans la transition énergétique, mais ça peut l'être aussi dans des sujets comme la santé, ça peut être sur globalement l'agriculture et l'alimentation, ou sur l'inclusion des personnes éloignées du travail, comme ça a été le cas entre
le Pays COB et Brest Métropole. Donc, pour répondre à la dernière question, au jour d'aujourd'hui, les liens sont distendus, mais on est toujours dans la volonté dans l'envie au moins d'avoir ces rapports, ces rapports réguliers. Et ce qui a été dit, c'est que le portage politique est éminemment important. On a eu du côté du Pays COB, on a eu une présidence qui n'a pas jugé utile d'aller bien plus loin et ça, du coup, ça a compromis un peu la suite. Et donc, il faut peut-être trouver à ce niveau-là, Benoît l'a peut-être un peu évoqué, trouver peut-être des partenaires qui vont donner plus de suite et plus de souplesse au contrat. Merci, Voilà, donc c'est quelques éléments. merci beaucoup. Il est exactement 16 heures. Alors, je vois une question écrite de Gaël Vigourou à qui on a déjà coupé une question tout à l'heure, donc qui demande s'il existe des critères spécifiques pour initier un contrat de réciprocité. Il me semble que ce contrat est le seul émanant de Brest Métropole. Les contrats de réciprocité, Laetitia Verhaeghe en a parlé rapidement, ça a été un dispositif expérimental en 2016. Aujourd'hui, il y a des nouvelles modalités de coopération telles que ça peut être initié entre Brest Métropole et les autres EPCI du territoire d'Ille-et-Vilaine et un peu au-delà, comme ça a été évoqué par Romain Pasquier. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'outil contrat de réciprocité en lancement. Je vois Laetitia qui fait non de la tête en confirmant ce que je dis. Je vous laisse dire un mot si vous voulez. Oui, en fait, c'est pas. Globalement, c'est ce que je disais. Moi, le conseil que je pourrais vous donner si vous voulez aller là-dedans, des retours d'expérience que moi j'ai pu étudier, et puis globalement de tout ce qui a été dit et qui va un peu dans ce sens-là, c'est déjà posez-vous la question de quel est votre projet, en fait, sur quoi vous voulez travailler, avec qui, à quelle échelle, et de ne pas partir de l'interterritorialité, mais de partir du sujet, du projet, que ce soit alimentation, énergie, etc. Et d'embarquer dès le début comme ça les acteurs à cette échelle interterritoriale. C'est-à-dire que de fait, vous allez faire un projet interterritorial et ça peut prendre la forme d'un contrat de réciprocité de campagne, mais mettez-vous autour d'un objectif commun où vous avez déjà des fonds et des moyens, parce qu'avec tout ce qui a été soulevé, je pense que c'est aussi un élément important et que ça vous permettra de le concrétiser. Et après, en fait, c'est un contrat de partenariat. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans. Les moyens, les critères. Ça, c'est, je pense, des façons de faire qui peuvent être partagées sûrement par les territoires et les acteurs qui ont témoigné, de voir comment ils l'ont rédigé. Mais c'est une convention de partenariat qui s'élargit à d'autres territoires. Pour moi, il n'y a pas de difficulté dans la forme. Par contre, effectivement, le travail de identifier peut-être les liens ou les thématiques en commun et de partir sur un projet spécifique. On a déjà peut-être de la ressource humaine et des moyens et qu'on veut lui donner une ampleur supplémentaire en lui passant à l'échelle interterritoriale. Ça peut être un moyen, je pense, de concrétiser aussi quelque chose et de sécuriser les moyens qui sont, comme ont été soulignés par tous les participants, un élément assez important. Je vous remercie infiniment et au plaisir si vous avez des questions à la suite, je resterai en contact avec grand plaisir. Merci aussi à vous. Merci de votre disponibilité. Avec plaisir. Au revoir. Donc, on va faire terminer sur ce webinaire. On vous remercie. Alors, on remercie évidemment nos 3 intervenants pour leur disponibilité, leur clarté, l'intérêt de leur intervention. Voilà, merci encore. Merci aussi aux participants de nous avoir rejoints, de nous avoir écoutés. Et puis, je pense que c'est fini pour cette année qui est sur un peu un schéma universitaire en termes de calendrier. Et sans doute qu'on vous reproposera des webinaires Nouvelle Ruralité pour l'année prochaine, 2024-2025. Voilà, merci encore à vous tous. Et sachez que en fait, ces webinaires sont à disposition sur la chaîne YouTube de la chaire TEMAP. Et également sur, Marianne, j'espère ne pas dire de bêtises, le réseau rural Bretagne,
que vous retrouverez assez facilement dans les 2 lieux, hein. C'est le même enregistrement, mais dans les 2 lieux. Voilà, merci encore à toutes et à tous.